Ce soir-là, pendant que je dressais la table pour un dîner qui n'aurait jamais lieu, j'ai compris qu'une mère peut tout donner et ne rien recevoir en retour. Mais laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Elziane Valdargent. J'ai 60 ans, et voici l'histoire que j'ai portée en silence bien trop longtemps. Il y a des moments dans la vie où l'on attend quelque chose de simple, un sourire, une présence, un regard qui dit « Tu comptes pour nous ». Ce Noël-là, je n'attendais rien d'extraordinaire. Juste mes 3 enfants autour d'une table. Juste une soirée ensemble, comme avant. Adrien a 36 ans. C'est mon aîné. Grand, sérieux, avec ce regard froid qu'il a hérité de son père, mais sans la tendresse qui l'accompagnait. Il travaille dans la finance, conduit une Mercedes classe E que j'ai mise à son nom il y a 3 ans, quand il m'a dit qu'il en avait besoin pour ses rendez-vous professionnels. « Maman, tu comprends, l'image compte dans mon métier. » J'ai signé sans hésiter. Floréon a 34 ans, mon second fils, plus doux en apparence, mais toujours pressé, toujours ailleurs. Il dirige une agence de communication, porte des costumes ajustés et conduit une Audi A6, également à mon nom depuis 2 ans. Maman, c'est temporaire, le temps que ma société décolle. Temporaire. Le mot préféré de ceux qui ne rendent jamais rien. Et puis, il y a Oriane, 33 ans, ma seule fille. Celle que j'ai bercée en chantant des berceuses, celle pour qui j'ai cousu des robes à la main quand elle était petite. Elle conduit une BMW X3, toujours à mon nom bien sûr. Elle m'a dit il y a 1 an, « Maman, avec les enfants et la maison, on a besoin d'un SUV. Tu comprends ?» Oui, je comprenais toujours. Tous les 3 sont mariés. Adrien avec Clémence, une femme élégante mais distante, qui sourit peu et parle encore moins. Floréon avec Mathilde, pétillante en société, glaciale en famille. Oriane avec Édouard, un homme charmant devant les autres, invisible quand il s'agit de porter attention à sa belle-mère. Depuis la mort de mon mari, il y a 4 ans, j'ai appris à vivre seul. Maurice est parti brutalement, un soir de février. Une crise cardiaque. Nous avions 40 ans de mariage derrière nous. 40 années de tendresse, de projets communs, de rires partagés. Quand il est parti, il a emporté avec lui la moitié de mon souffle. Mais il m'a laissé quelque chose. Un patrimoine construit, pierre par pierre. 2 immeubles dans le 16e arrondissement. Un appartement à Nice. Des placements financiers qu'il avait gérés avec soin. Et surtout, une consigne claire, écrite dans son testament. « Prends soin de toi, Elziane. Ne te laisse jamais manquer de respect. » Pendant 4 ans, j'ai essayé d'être la mère parfaite. Celle qui appelle pour prendre des nouvelles. Celle qui envoie des paniers garnis. Celle qui garde les petits-enfants quand les nounous sont malades. Celle qui prête sa voiture quand la leur est au garage. Celle qui signe les chèques sans poser de questions. Mais les coups de fil sont devenus rares. Les visites, espacées. Les merci, inexistants. Ce mois de décembre 2024, j'ai senti quelque chose se briser doucement en moi. Pas une rupture violente. Plutôt une fissure silencieuse, comme un verre qui se fendille sans bruit. Le 15 décembre, j'ai créé un groupe WhatsApp, Noël en famille. J'ai écrit un message simple, presque timide. « Mes chéris, j'aimerais vous inviter tous les 3 pour un dîner de Noël, le 24 au soir. Rien de formel, juste nous, comme avant. J'ai tellement envie de vous voir tous ensemble. Dites-moi si vous êtes libre. Je vous aime. Maman. » Adrien a répondu 3 jours plus tard. « On verra, maman. » C'est compliqué avec le boulot. Floréon n'a même pas lu le message. Oriane a mis un emoji cœur, rien d'autre. Le 20 décembre, j'ai relancé. « Mes amours, confirmez-moi pour le 24. J'aimerais préparer vos plats préférés. » Silence. Le 23 décembre au matin, j'ai téléphoné à Adrien. Il a décroché en soupirant. « Maman, arrête d'insister. On te dira si on peut venir. » Puis il a raccroché. J'ai appelé Floréon. Messagerie vocale. J'ai envoyé un texto à Oriane. Lu. Pas de réponse. Et pourtant, ce soir-là, le 23 décembre, j'ai continué à préparer. J'ai sorti la nappe brodée que ma grand-mère m'avait offerte. J'ai poli l'argenterie. J'ai acheté un chapon fermier, des marrons glacés, une bûche pâtissière de chez le nôtre. J'ai disposé 4 bougies blanches au centre de la table. J'ai mis de la musique douce, du Satie, que Maurice aimait tant. Le 24 décembre, à 18h, tout était prêt. La table brillait sous la lumière tamisée. Le chapon dorait lentement au four. La maison sentait la cannelle et le pain. À 19h, j'ai envoyé un dernier message dans le groupe. « Tout est prêt, mes chéris. Je vous attends. » 19h30. Personne. 20h. Toujours personne. 20h30. J'ai vérifié mon téléphone. Rien. 21h. J'ai rallumé les bougies qui commençaient à fondre.
22 heures. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Un message dans le groupe « Noël en famille », mais ce n'était pas celui que j'attendais. C'était Floréon qui avait écrit. Et ce qu'il avait écrit, je ne l'oublierai jamais. « Sérieux, maman? Tu croyais vraiment qu'on allait venir? Vela chata, ninguém aguenta você. Vai comer sozinha mesmo. » Puis, juste en dessous, un emoji qui riait aux larmes. Adrien avait réagi avec un pouce levé. Oriane avait ajouté 3 emojis, un visage qui pleure de rire, un fantôme et une main qui fait signe de partir. Je suis restée immobile, le téléphone dans la main, pendant plusieurs minutes. Puis j'ai posé l'appareil sur la table, doucement, comme on pose un objet fragile. J'ai regardé la table dressée, les assiettes vides, les verres inutiles, les bougies qui tremblaient dans le silence, et j'ai compris quelque chose que l'on met parfois des années à comprendre. On peut être entouré et complètement seul. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. J'ai éteint mon téléphone, puis je me suis assise à table et j'ai dîné, seule. Mais ce que mes enfants ignoraient, c'est que cette nuit-là, pendant qu'ils dormaient tranquillement dans leur maison confortable, au volant de leur voiture luxueuse, bercés par l'assurance que maman serait toujours là, j'ai fait quelque chose qu'ils ne découvriraient que le lendemain matin. Et ce matin-là changerait tout. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir de Noël, il faut que je vous ramène en arrière, bien en arrière, là où tout a commencé. Là où j'étais encore une jeune femme pleine d'espoir, amoureuse d'un homme qui sentait le tabac blond et l'eau de Cologne. Je me souviens du jour où j'ai rencontré Maurice. C'était en 1982. J'avais 18 ans, lui, 23. Nous nous sommes croisés dans une librairie du quartier latin, un après-midi de mars où la pluie tambourinait contre les vitrines. Il cherchait un recueil de Prévert. Moi, j'essayais d'atteindre un livre sur l'étagère du haut. Il s'est approché, a décroché le livre pour moi et m'a souri. « Vous aimez Colette ?» ?»« Passionnément, ai-je répondu. Il a acheté son Prévert, moi, ma Colette. Et nous sommes sortis ensemble, sous la pluie, sans parapluie, en parlant de littérature, comme si le monde autour de nous n'existait pas. 6 mois plus tard, nous étions mariés. Maurice travaillait dans l'import-export. Il avait commencé modestement, avec un petit bureau rue de Rivoli et un carnet d'adresses qu'il remplissait contact après contact. C'était un homme discret, rigoureux, patient. Il ne parlait jamais fort. Il ne promettait jamais ce qu'il ne pouvait pas tenir. Et surtout, il m'aimait d'une manière que je n'avais jamais connue, avec Constance. Nous avons loué un petit appartement dans le 11e arrondissement. 2 pièces sous les toits, avec une fenêtre qui donnait sur les cheminées parisiennes. Je me souviens des dimanches matins où nous restions au lit à lire, les croissants encore tièdes posés sur le drap. Je me souviens de ses mains sur mon visage, de sa voix grave qui murmurait « Avec toi, Elziane, tout a du sens ». En 1988, Adrien est né. Maurice a pleuré en le tenant dans ses bras. Il répétait « C'est mon fils, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Adrien était un bébé calme, observateur. Il ne pleurait presque jamais. Il regardait tout avec attention, comme s'il essayait déjà de comprendre le monde. Maurice passait des heures à lui parler, à lui expliquer des choses qu'un nourrisson ne pouvait pas comprendre. Tu vois, Adrien, un jour tu seras un homme, et un homme, ça protège ceux qu'il aime. 2 ans plus tard, en 1990, Floréon est arrivé. Lui, c'était le contraire de son frère. Bruyant, affectueux, toujours collé à moi. Il riait tout le temps. Il avait ce sourire immense qui illuminait toute la pièce. Quand il me regardait, j'avais l'impression d'être la plus belle femme du monde. Et puis, en 1991, notre petite Oriane est née. Ma fille, mon trésor. Elle avait les yeux de Maurice et mes boucles brunes. Elle était si petite, si fragile, que j'avais peur de la briser en la prenant dans mes bras. Je me souviens de ses premiers mots, de ses premiers pas, de la première fois qu'elle m'a dit « Maman, je t'aime ». Pendant ces années-là, nous vivions modestement, mais heureux. Maurice travaillait énormément. Parfois, il rentrait tard, épuisé, mais il prenait toujours le temps de s'asseoir avec les enfants, de leur demander comment s'était passée leur journée. Il ne manquait jamais un anniversaire, jamais une fête d'école, jamais un moment important. En 1995, Maurice a fait sa première grande acquisition, un immeuble dans le 16e arrondissement. Il était vétuste, presque inhabitable,
Mais Maurice voyait ce que les autres ne voyaient pas. Il a investi toutes nos économies dans la rénovation. Pendant 2 ans, nous avons vécu avec peu, mais avec espoir. Et il avait raison. En 1997, l'immeuble était devenu une merveille. Les appartements se sont loués immédiatement. Les revenus ont commencé à entrer. Nous avons pu déménager dans un appartement plus grand, toujours dans le 11e, mais avec 3 chambres cette fois. Les enfants avaient chacun leur espace. Adrien avait 9 ans. Il était sérieux, studieux, toujours premier de sa classe. Floréon avait 7 ans. Il était créatif, rêveur, il dessinait partout, sur les murs, sur ses cahiers, sur ses mains. Oriane avait 6 ans. Elle me suivait partout, m'aidait à cuisiner, me posait 1000 questions. « Maman, pourquoi les nuages bougent ? Maman, pourquoi papa travaille tout le temps ? Maman, tu crois qu'un jour j'aurai des enfants comme toi ?» Je lui répondais toujours, patiemment, tendrement. En 2000, Maurice a acheté un 2e immeuble. Puis, en 2003, un appartement à Nice, en bord de mer. Il disait « C'est pour notre retraite, Elziane, pour qu'on puisse regarder la Méditerranée vieillir ensemble. » Nous y allions chaque été avec les enfants. Adrien apprenait à nager. Floréon construisait des châteaux de sable interminables. Oriane ramassait des coquillages qu'elle gardait précieusement dans une boîte en fer. Je nous revois encore, tous les 5, autour de la table de la terrasse, en train de manger des fruits de mer. Maurice versait du vin blanc dans mon verre. Les enfants riaient. Le soleil descendait lentement sur l'horizon. « On est une vraie famille », disait Maurice. Et c'était vrai. Adrien a passé son baccalauréat en 2006. Mention très bien. Maurice était tellement fier qu'il l'a emmené dîner dans un grand restaurant, juste tous les 2. « Tu es un homme maintenant, Adrien. Je suis fier de toi. » Adrien a intégré une école de commerce prestigieuse. Floréon, lui, est entré aux Beaux-Arts en 2008. Oriane a suivi des études de communication en 2009. Nous les avons soutenus financièrement, évidemment. Maurice ne comptait jamais quand il s'agissait de ses enfants. Loyer, frais de scolarité, argent de poche. Ils construisent leur avenir, Elziane. C'est notre rôle de les aider. En 2012, Adrien a rencontré Clémence, une jeune femme élégante, issue d'une famille bourgeoise du 7e arrondissement. Elle était polie, mais distante. Je me souviens du premier dîner où elle est venue à la maison. Elle a à peine touché son assiette. Elle regardait notre appartement avec un sourire pincé, comme si elle évaluait tout. Maurice m'a chuchoté à l'oreille « Elle ne nous aime pas. Laisse-lui le temps », ai-je répondu. Mais le temps n'a rien changé. Ils se sont mariés en 2014. Un mariage somptueux dans un château de la Loire. Maurice a payé une grande partie des frais. Adrien nous a remerciés poliment, mais sans chaleur. Clémence a souri pour les photos. En 2015, Floréon a épousé Mathilde. Elle était pétillante, charmante en société. Mais j'ai vite compris qu'elle jouait un rôle. Avec nous, elle était différente, moins souriante, toujours pressée. Maurice a également contribué aux frais du mariage. Oriane a rencontré Édouard en 2016. Ils se sont mariés en 2017. Encore une fois, Maurice a ouvert son portefeuille sans hésiter. « Je veux qu'ils commencent leur vie sans dette », disait-il. Et nous avons donné. Encore et encore. Mais quelque chose avait changé. Les visites sont devenues moins fréquentes, les coups de téléphone plus rares, les merci inexistants. En 2018, Maurice a commencé à se plaindre de douleurs à la poitrine. Il disait que c'était la fatigue, le stress, rien de grave. Je l'ai supplié de consulter un médecin. « Arrête de t'inquiéter, Elziane, je vais bien. » Mais il n'allait pas bien. Le 10 février 2021, à 22h30, Maurice s'est effondré dans le salon. J'ai appelé les secours. Ils sont arrivés en 15 minutes. Trop tard. Crise cardiaque massive. Il est mort dans mes bras, en me regardant une dernière fois. « Je t'aime, Elziane. Prends soin de toi. » Ce sont les derniers mots qu'il m'a dit. J'ai appelé Adrien en pleine nuit. Il est arrivé 2 heures plus tard, les yeux secs. Il a regardé le corps de son père et a simplement dit « Il faut appeler les pompes funèbres ». Floréon est arrivé le lendemain matin. Il a pleuré, mais brièvement. Puis il a demandé « Maman, tu as les papiers de papa pour la succession ?» Oriane est arrivée l'après-midi. Elle m'a serré dans ses bras, mais elle regardait déjà son téléphone. Les funérailles ont eu lieu le 15 février. Maurice a été enterré au cimetière du Père-Lachaise, sous un ciel gris et froid. Pendant que je pleurais devant sa tombe, j'ai entendu Clémence chuchoter à Adrien. « Il faudra voir avec le notaire pour l'appartement de Nice. » Pendant que je déposais une rose blanche sur le cercueil, Mathilde demandait à Floréon. « Tu crois qu'il y a combien dans les placements ?»
Pendant que je disais adieu à l'homme de ma vie, mes enfants comptaient déjà l'héritage. Mais Maurice avait tout prévu. Dans son testament, il avait écrit « Je lègue l'intégralité de mes biens à mon épouse, Elziane Valdargent. Elle décidera, le moment venu, de ce qu'elle souhaite transmettre à nos enfants. Mais je lui demande une chose, ne te laisse jamais manquer de respect. Si nos enfants oublient qui tu es, rappelle-le leur. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Après la mort de Maurice, j'ai essayé de rester proche de mes enfants. J'ai continué à appeler, à envoyer des cadeaux, à proposer de garder les petits-enfants, à prêter les voitures, à signer des chèques. Mais plus je donnais, moins ils me voyaient. Je suis devenu invisible, utile, mais invisible. Et cette nuit de Noël, devant cette table vide, en lisant ce message cruel, j'ai compris que Maurice avait raison. Il était temps de me rappeler qui j'étais, et surtout, de leur rappeler qui j'avais été pour eux. Il y a des fractures qui ne font pas de bruit. Elles commencent par un mot de trop, un silence de trop, un regard qui se détourne. Et puis, un jour, on se réveille, et on réalise qu'on est devenu étrangère dans sa propre famille. Les premiers mois après la mort de Maurice ont été les plus durs de ma vie. Je me réveillais chaque matin en tendant le bras vers son côté du lit, vide, froid. Je préparais du café pour deux par habitude et je me retrouvais avec une tasse inutile devant moi. Je mettais la table pour deux. J'achetais ses biscuits préférés. J'ouvrais la bouche pour lui raconter ma journée et je me souvenais qu'il n'était plus là. Le silence était assourdissant. En mars 2021, un mois après l'enterrement, j'ai appelé Adrien. J'avais besoin d'entendre la voix de mon fils. J'avais besoin de sentir que je n'étais pas seule. « Adrien, mon chéri, tu pourrais passer à la maison ce week-end ? J'aimerais te voir. » Il a soupiré. « Maman, c'est compliqué en ce moment. Le boulot, tu sais. Juste un café. 1 heure, s'il te plaît. On verra. Je te rappelle. » Il n'a jamais rappelé. J'ai téléphoné à Floréon. « Mon Floréon, ça te dirait de venir déjeuner dimanche ? Je ferai ton plat préféré. »« Ah, maman, c'est gentil, mais Mathilde a prévu un truc avec ses parents. Une autre fois. La semaine prochaine alors ? Je te dirai. » Il ne m'a jamais dit. J'ai envoyé un message à Oriane. « Ma chérie, tu me manques. On pourrait se voir bientôt ?» Elle a répondu 3 jours plus tard. « Oui, maman. Bientôt promis. Bisous. » Bientôt n'est jamais arrivé. En avril, je suis allée voir Adrien à son bureau. Sans prévenir. Je me sentais ridicule. Mais j'avais besoin de le voir. Sa secrétaire m'a regardée avec pitié. « Madame Valdargent, Monsieur Adrien est en réunion. Je peux attendre. » Il en a pour plusieurs heures. Je suis restée assise dans le hall pendant 2 heures. Quand Adrien est sorti, il a sursauté en me voyant. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais te voir. » Il a regardé sa montre. « Je suis désolée, j'ai un autre rendez-vous. On se voit bientôt, d'accord ?» Il est parti sans me serrer dans ses bras. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré pendant 1 heure. En mai 2021, c'était l'anniversaire d'Oriane. 30 ans. J'ai préparé un gâteau fait maison, comme je le faisais chaque année depuis sa naissance. Un fraisier, son préféré. J'ai acheté un cadeau, un collier ancien que j'avais vu dans une bijouterie et qui m'avait fait penser à elle. Je suis allée chez elle. Édouard m'a ouvert la porte. « Ah, Elziane, Oriane ne m'a pas dit que vous veniez. » Je voulais lui faire une surprise. Oriane est apparue, le téléphone à l'oreille. Elle m'a fait un signe de la main, un petit sourire rapide et a continué sa conversation. J'ai posé le gâteau sur la table. Elle a raccroché et m'a embrassé distraitement. « Merci maman, c'est gentil. Mais tu sais, on a déjà commandé un traiteur pour ce soir. On reçoit des amis. » « Oh, je ne savais pas. Oui, on a organisé ça un peu à la dernière minute. Je suis restée 5 minutes, puis je suis partie. Le fraisier est resté sur leur table. Je ne sais pas s'ils l'ont mangé. Le collier, elle ne l'a jamais porté. En juin, Floréon m'a appelée. J'étais tellement heureuse d'entendre sa voix que j'ai immédiatement souri. « Mon Floréon, comment vas-tu ? » « Bien, maman. Écoute, j'ai besoin de te parler. »« Bien sûr, mon chéri. De quoi ? » « Voilà, Lodi commence à avoir des soucis. Et avec mon travail, j'ai besoin d'un véhicule fiable. Je me demandais si... » Mon cœur s'est serré. « Tu as besoin d'une nouvelle voiture ? » ?»« Oui. Enfin, si tu pouvais m'aider. Juste pour la mettre à ton nom, comme d'habitude. Pour les assurances, tu comprends. »« Bien sûr. Merci, maman, t'es géniale. » Il a raccroché rapidement. 15 jours plus tard, j'ai signé les papiers pour une nouvelle Audi. 65 000 €. Floréon est venu chercher les clés. Il est resté 10 minutes. Il ne m'a pas proposé d'essayer la voiture avec lui. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. « Merci, maman. Je file.
j'ai un rendez-vous. Et il est parti. En juillet, Adrien m'a envoyé un message. Maman, la Mercedes a besoin d'une révision complète. Le garage dit que ça va coûter cher. Tu peux régler directement? Merci. Pas de « comment vas-tu ?» Pas de « j'espère que tu vas bien ?» Juste « tu peux régler ?» J'ai payé. 3200 €. En août, nous devions tous aller à Nice. C'était une tradition. Chaque été, nous passions 2 semaines dans l'appartement en bord de mer. Maurice adorait ces moments. Les enfants aussi, autrefois. J'ai envoyé un message dans le groupe familial. Mes chéris, Nice nous attend. Je propose du 5 au 19 août. Qu'en dites-vous? Adrien. Impossible, maman. Clémence a prévu autre chose. Floréon. On a déjà booké un truc avec des amis. Désolé. Oriane. C'est trop court pour nous cette année. Je suis partie seule à Nice. Chaque soir, je marchais sur la promenade des Anglais en regardant les familles. Les enfants qui couraient, les parents qui riaient, les grands-parents qui tenaient des petites mains. Et moi, je marchais seule. En septembre 2021, Oriane m'a appelé. Maman, on a un souci avec la BMW. Le leasing arrive à échéance et on aimerait la racheter. Mais on n'a pas les fonds tout de suite. Tu pourrais nous aider? Combien? 28 000 €. J'ai encaissé un placement. J'ai fait le virement. Oriane m'a envoyé un message. Merci maman, t'es la meilleure. Avec un emoji cœur. Mais pas un seul coup de fil dans les semaines qui ont suivi. En octobre, c'était mon anniversaire. 59 ans. J'ai attendu toute la journée. Adrien m'a envoyé un message à 23h45. Bon anniversaire maman. Floréon a oublié. Oriane m'a envoyé un gif animé avec des ballons. Joyeuse anniv maman. Personne n'est venu. Personne n'a appelé. J'ai soufflé une bougie seule, devant un gâteau acheté à la boulangerie. En novembre, j'ai essayé d'organiser un déjeuner pour l'anniversaire de la mort de Maurice. 1 an déjà. Mes chéris, ce serait bien qu'on se retrouve tous ensemble pour honorer la mémoire de papa. Le 10 février. Qu'en pensez-vous? Silence. Puis, après 4 jours, Adrien a répondu. On verra. Floréon. Pas sûr d'être dispo. Oriane. Je te confirme. Personne n'a confirmé. Le 10 février 2022, je suis allée seule sur la tombe de Maurice. J'ai déposé des roses blanches, j'ai pleuré en silence, et je lui ai parlé. Maurice, ils m'ont oublié. Nos enfants m'ont oublié. Je ne sais plus quoi faire. Le vent soufflait doucement. Les feuilles mortes dansaient autour de moi, et j'ai entendu sa voix. Pas vraiment. Mais dans mon cœur, j'ai entendu ce qu'il m'aurait dit. Elziane, arrête de te faire du mal. Tu mérites mieux. Mais je n'étais pas encore prête. Pas encore. En mars 2022, Adrien m'a appelé. J'étais surprise. Il n'appelait presque jamais. Maman, on a une bonne nouvelle. Clémence est enceinte. Mon cœur a bondi. Oh mon chéri, c'est merveilleux. Quand? Novembre. Je suis tellement heureuse pour vous. Merci maman. Bon, je file. On te tient au courant. Il a raccroché. J'ai pleuré de joie. Un petit enfant. Un nouveau départ. Une nouvelle chance. En avril, j'ai commencé à tricoter une couverture pour le bébé. Chaque soir, j'avançais un peu plus. Du bleu pâle, doux, avec des petits moutons brodés. En mai, j'ai envoyé un message à Adrien. Mon chéri, comment va Clémence? Et le bébé? Bien. J'ai hâte de le rencontrer. Vu. Pas de réponse. En juin, j'ai proposé de les aider pour la chambre du bébé. Si vous avez besoin, je peux venir vous donner un coup de main. Ou participer financièrement. Adrien a répondu « C'est bon, maman. On gère. » En novembre 2022, le bébé est né. Un petit garçon. Ils l'ont appelé Théo. J'ai appris la nouvelle par un message dans le groupe familial. Une photo. Théo est arrivé. Tout va bien. J'ai pleuré en regardant cette petite bouille rose. J'ai demandé « Quand puis-je venir le voir ?» On te dira. On a besoin de repos. J'ai attendu 2 semaines avant qu'ils acceptent. Quand je suis arrivée chez eux, Clémence tenait Théo dans ses bras. Elle me l'a tendu brièvement. Attention, ne le réveillez pas. Je l'ai tenu pendant 5 minutes. 5 minutes pendant lesquelles j'ai senti mon cœur se remplir de lumière. Puis Clémence me l'a repris. Il faut qu'il dorme. Je suis restée 1 demi-heure. Adrien était sur son ordinateur. Clémence répondait à des messages. Personne ne m'a proposé de café. En décembre 2022, j'ai essayé d'organiser un Noël en famille. Mes chéris, cette année sera spéciale. Avec Théo, ce serait merveilleux de nous retrouver tous. Adrien. On passe Noël chez les parents de Clémence. Floréon. On part au ski avec des amis. Oriane. On reste chez nous cette année. J'ai passé Noël seule. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en continuant à espérer. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place?
En janvier 2023, Floréon m'a envoyé un message. « Maman, on a un projet d'agrandissement pour l'agence. On aurait besoin d'un coup de pouce. 40 000 €. Tu peux nous prêter ?» J'ai hésité pour la première fois. « Floréon, c'est une grosse somme. »« Je sais, maman, mais c'est pour mon avenir. Tu ne veux pas m'aider ?» Cette phrase, « Tu ne veux pas m'aider ?» comme si je n'avais jamais rien fait. J'ai fait le virement. Il m'a envoyé un emoji pouce levé. En mars, Oriane m'a appelé. « Maman, Édouard et moi, on pense déménager. On a trouvé une maison magnifique, mais il nous manque un peu pour l'apport. 50 000 €. Oriane, s'il te plaît, maman, c'est important pour nous. » J'ai encore dit oui, parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Elles disent oui, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. En juin 2023, j'ai eu un malaise. Rien de grave, m'a dit le médecin. Juste de la fatigue, du stress, de la solitude, probablement. J'ai envoyé un message dans le groupe familial. « Mes chéris, j'ai fait un petit malaise hier. Rien de grave, mais j'aimerais vous voir. Adrien. Tu vas bien maintenant? Oui, mais... Alors c'est bon. Prends soin de toi. » Floréon a mis un emoji cœur. Oriane n'a pas répondu. Personne n'est venu. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est fissuré définitivement en moi. Pas une rupture brutale, pas de la colère, juste une fatigue immense. Une fatigue de donner, de supplier, d'attendre. En septembre 2023, j'ai arrêté d'appeler en premier. J'ai arrêté d'envoyer des messages. J'ai arrêté de proposer. Et devinez quoi? Ils n'ont rien remarqué. Les semaines ont passé. Puis les mois. Silence. En décembre 2023, j'ai fait une dernière tentative. Un dernier Noël. « Mes chéris, j'aimerais qu'on se retrouve cette année. » « S'il vous plaît ?» Même réponse, mêmes excuses. J'ai passé Noël seul, encore. Et c'est là que j'ai compris. Il ne changerait jamais. Tant que je serai là, disponible, prête à donner, à pardonner, à oublier, il continuerait. Alors cette année, en décembre 2024, quand j'ai envoyé cette invitation pour un dernier dîner, je savais déjà. Je savais qu'il ne viendrait pas. Mais j'avais besoin de cette confirmation. J'avais besoin de lire noir sur blanc ce qu'il pensait vraiment de moi. Vela chata, ningem agenta você, vai come sozinha mesmo. Et je l'ai lu. Et cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Il y a une différence entre être seul et se sentir abandonné. La solitude, on peut l'apprivoiser. L'abandon, lui, nous dévore de l'intérieur. Le 15 décembre 2024, quand j'ai créé ce groupe WhatsApp Noël en famille, je savais déjà ce que je faisais. Ce n'était pas de l'espoir, c'était un test, un dernier test. Je me suis assise à ma table, dans cet appartement devenu trop grand, trop silencieux, et j'ai tapé ce message avec des mains qui tremblaient légèrement. « Mes chéris, j'aimerais vous inviter tous les trois pour un dîner de Noël, le 24 au soir. Rien de formel, juste nous, comme avant. J'ai tellement envie de vous voir tous ensemble. Dites-moi si vous êtes libres. Je vous aime, maman. » J'ai relu le message 3 fois avant de l'envoyer. Comme avant, ces 2 mots me faisaient mal, parce que je savais qu'il n'y aurait plus jamais d'avant. L'avant était mort avec Maurice. L'avant était enterré au Père-Lachaise, sous une dalle de marbre gris. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai posé le téléphone et j'ai attendu. 1 heure, 2 heures, rien. Le soir, toujours rien. Le lendemain matin, 16 décembre, j'ai vérifié le groupe. Les 3 petites coches bleues indiquaient qu'ils avaient tous lu le message, mais personne n'avait répondu. C'est étrange, cette sensation. Savoir qu'on a été vu, mais ignoré. C'est pire que le silence. C'est du mépris conscient. Le 17 décembre, j'ai reçu un message de Floréon, mais pas dans le groupe. En privé. « Maman, tu peux me prêter 2 000 €? J'ai un imprévu. Je te rembourse le mois prochain. » Pas de bonjour, pas de comment vas-tu. Juste, tu peux me prêter? J'ai regardé ce message pendant longtemps. Puis j'ai répondu « Floréon, as-tu vu mon message dans le groupe? Pour Noël? » « Oui, oui. Écoute, pour les 2 000 €, c'est urgent. Tu peux faire le virement aujourd'hui. » J'ai fermé les yeux. « D'accord. » J'ai fait le virement. Il a répondu « Merci », puis plus rien. Le 18 décembre, c'était mardi. J'ai décidé d'appeler Adrien directement. Peut-être qu'il n'avait pas vu le message. Peut-être qu'il était trop occupé pour répondre dans le groupe. Il a décroché à la 4e sonnerie. « Oui, maman? »« Adrien, mon chéri, je t'ai envoyé un message il y a 3 jours. Pour Noël. »« Ah, oui? Écoute, maman, c'est compliqué cette année. »« Compliqué comment ?» Il a soupiré. Ce soupir que je connaissais trop bien. Le soupir de celui qui est dérangé.
On a plein de choses de prévues. Clémence veut passer Noël tranquille à la maison, avec Théo, tu comprends? Mais c'est juste un dîner, quelques heures. Maman, arrête d'insister. Je t'ai dit que c'était compliqué. Adrien, je ne te demande pas grand-chose. Juste qu'on soit ensemble pour Noël. Comme une famille. On est une famille, maman. Mais on a aussi nos vies. Vos vies, sans moi? Silence. Puis il a dit, d'une voix froide, « Maman, je dois y aller. J'ai une réunion. On en reparle. » Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone contre l'oreille, à écouter la tonalité. On en reparle. Encore un mensonge poli. Le 19 décembre, j'ai envoyé un message à Oriane. « Ma chérie, tu ne m'as pas répondu pour Noël. J'aimerais vraiment te voir, s'il te plaît. » Elle a répondu 6 heures plus tard. « Maman, on verra. C'est pas sûr qu'on soit dispo. On verra. » Ces 2 mots qui ne veulent rien dire. Ces 2 mots qui signifient non, sans avoir le courage de le dire franchement. J'ai répondu « Oriane, c'est important pour moi. Fais un effort, s'il te plaît. » Lu. Pas de réponse. Le 20 décembre, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je suis allée chez Adrien, sans prévenir. J'ai pris le métro jusqu'au 16e arrondissement. J'ai marché jusqu'à son immeuble haussmannien, avec sa façade crème et ses balcons en fer forgé. L'immeuble que Maurice avait acheté en 2000. Celui dont les loyers payaient une partie de leur train de vie. J'ai sonné à l'interphone. Oui, c'était la voix de Clémence. Clémence, c'est Elziane. Je peux monter? Silence. Puis, attendez. 3 minutes plus tard, Adrien est descendu. Il portait un pull en cachemire et avait l'air agacé. « Maman, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te voir, te parler. Tu aurais pu appeler. » J'ai appelé Adrien. Tu ne réponds jamais vraiment. Il a croisé les bras. Nous étions dans le hall, sous le regard du gardien qui faisait semblant de ranger des colis. « Qu'est-ce que tu veux, maman? Je veux que tu viennes dîner à la maison pour Noël, avec Florian et Oriane, comme avant. Maman, s'il te plaît, c'est tout ce que je demande. Un seul dîner. » Il a secoué la tête. « Écoute, je ne sais pas pourquoi tu t'obstines. On t'a dit que c'était compliqué. Clémence ne veut pas bouger avec Théo. Et puis franchement, tu nous mets la pression pour rien. » « Pour rien? Passer Noël avec ma famille, c'est pour rien? Maman, tu dramatises. On se verra un autre jour. Quand? Quand exactement? Parce que ça fait des mois que tu me dis ça. Des années même. » Il a regardé sa montre. « Je n'ai pas le temps pour cette conversation. Je remonte. Rentre chez toi. Adrien, rentre chez toi, maman. » Il est reparti vers l'ascenseur sans se retourner. Je suis restée là, dans ce hall luxueux, devant ce gardien qui détournait poliment le regard. Puis, je suis sortie, et j'ai pleuré dans la rue. Le 21 décembre, j'ai essayé une dernière fois. J'ai écrit dans le groupe. « Mes chéris, je comprends que vous soyez occupés, mais ce dîner compte énormément pour moi. S'il vous plaît, faites cet effort. Pour moi, pour votre maman. » Adrien n'a pas répondu. Florian a mis un emoji pouce levé. Oriane a écrit « Ok maman, ok ». 2 lettres qui ne voulaient rien dire. Le 22 décembre, j'ai commencé les courses, parce que malgré tout, malgré leur silence, malgré leurs réponses évasives, j'y croyais encore un peu. Ou peut-être que je voulais y croire. J'ai acheté un chapon fermier chez le boucher de la rue de Passy, Monsieur Garnier, qui me connaissait depuis 20 ans. Un beau Noël en famille, Madame Valdargent? Oui, mes 3 enfants viennent. Ah, c'est merveilleux. Vous devez être heureuse. Oui. Mensonge. Je n'étais pas heureuse. J'étais terrifiée à l'idée qu'ils ne viennent pas. J'ai acheté des marrons glacés à la pâtisserie Hugo & Victor, des truffes au chocolat, une bûche de Noël, vanille et fruits rouges, la préférée d'Oriane quand elle était petite. J'ai acheté du champagne Ruinart, celui qu'Adrien aimait. J'ai acheté du vin rouge, un pomme-roll, celui que Florian commandait toujours au restaurant. J'ai acheté des fleurs fraîches, des roses blanches, des branches d'eucalyptus. Je portais tout ça dans mes sacs, dans le métro, seule, pendant que d'autres familles faisaient leurs courses ensemble en riant. Le 23 décembre au matin, j'ai commencé à préparer la maison. J'ai sorti la nappe brodée que ma grand-mère m'avait donnée pour mon mariage, celle avec des fils d'or et des motifs de feuilles de chêne. Elle sentait encore la lavande du placard. J'ai disposé les assiettes en porcelaine de Limoges, celles qu'on utilisait pour les grandes occasions, celles que Maurice avait achetées quand Adrien était né, en disant « un service qui traverse les générations ». J'ai poli l'argenterie, chaque fourchette, chaque couteau, chaque cuillère. Je les frottais doucement, en pensant à toutes les fois où Maurice et moi avions dîné avec ça, à tous les Noëls passés, à tous les rires. J'ai mis 4 bougies blanches au centre de la table. 4, pas 3,
parce qu'il y avait toujours une place pour Maurice dans mon cœur. J'ai disposé les verres à vin, les verres à eau, les flûtes à champagne. J'ai sorti les serviettes en lin ivoire. Je les ai pliées en forme de cygne, comme ma mère me l'avait appris quand j'étais enfant. J'ai décoré la table avec les branches d'eucalyptus et les roses blanches. C'était magnifique. Puis j'ai commencé à cuisiner. Le chapon, je l'ai préparé avec soin, farci au marron et aux herbes. Je l'ai assaisonné exactement comme Maurice aimait. Thym, romarin, une touche de cognac. J'ai épluché des pommes de terre, coupé des carottes, préparé une sauce au porto. J'ai mis de la musique, du Erik Satie, Gymnopédie numéro 1. Cette mélodie lente, mélancolique, que Maurice mettait toujours quand il lisait près de la cheminée. Je cuisinais en pleurant, parce que je savais, mais je continuais, parce qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. Il fallait que je sache définitivement qui étaient mes enfants. Le 23 décembre à 19h, j'ai téléphoné une dernière fois à Adrien. Adrien, c'est maman. Demain, c'est Noël. Tout est prêt. S'il te plaît, viens. Il a soupiré. Maman, arrête avec ça. On te dira si on peut venir. Tu me dis ça depuis 10 jours. Confirme-moi. Maintenant. Maman, je n'ai pas que ça à faire. On verra demain. Adrien, s'il te plaît. Il a raccroché. J'ai appelé Floréon. Messagerie. J'ai envoyé un message à Oriane. Ma chérie, confirme-moi pour demain. S'il te plaît. Lu. Pas de réponse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon à regarder la table dressée, les bougies éteintes, les assiettes qui attendaient, et je me suis demandé comment j'en étais arrivée là. Comment la femme qui avait tout donné se retrouvait à supplier pour un simple dîner. Le 24 décembre au matin, je me suis réveillée avec une boule dans la gorge. J'ai pris une douche. Je me suis habillée avec soin. Une robe bleu nuit, des perles que Maurice m'avait offertes pour nos 20 ans de mariage, un peu de parfum, Chalimard, celui qu'il aimait. J'ai vérifié la table une dernière fois. Tout était parfait. J'ai allumé le four pour le chapon. Il fallait qu'il cuise lentement, pendant plusieurs heures. À midi, j'ai envoyé un message dans le groupe. « Mes chéris, tout est prêt pour ce soir. Je vous attends vers 19h. On va passer une belle soirée ensemble. Je vous aime. Adrien, lu. Floréon, lu. Oriane, lu. » Personne n'a répondu. À 15h, j'ai envoyé un autre message. « Mes amours, n'oubliez pas, ce soir, 19h. Lu. Silence. À 17h, j'ai commencé à m'inquiéter vraiment. J'ai téléphoné à Oriane. Elle a décroché à la 5e sonnerie. « Oui, maman. Ma chérie, tu viens ce soir ? Maman, j'ai plein de trucs à faire. Oriane, tu m'as dit « Ok ». J'ai dit « Ok ». Je n'ai pas dit que je venais. Mon cœur s'est arrêté. Comment ça ? Écoute, on verra. Peut-être. Sinon, on se voit après les fêtes. Oriane. Bon maman, je dois y aller. Bisous. Elle a raccroché. J'ai téléphoné à Floréon. Messagerie. J'ai téléphoné à Adrien. Messagerie. À 18h, j'ai allumé les bougies. Le chapon était prêt. La table brillait. La musique jouait doucement. J'ai ouvert la bouteille de champagne. Juste pour moi. Pour me donner du courage. J'ai bu un verre. Puis un deuxième. À 19h, j'ai envoyé un dernier message. Tout est prêt, mes chéris. Je vous attends. Lu. 19h30. Personne. 20h. Toujours personne. À 20h15, j'ai commencé à comprendre. Il ne viendrait pas. Il n'avait jamais eu l'intention de venir. 20h30. J'ai rallumé les bougies qui fondaient. 21h. J'ai bu un 3e verre de champagne. 21h30. J'ai vérifié mon téléphone. Rien. Et puis, à 22h exactement, mon téléphone a vibré. Un message dans le groupe « Noël en famille ». C'était Floréon. Et ce qu'il avait écrit a détruit ce qui restait de mon cœur. Il y a des mots qui ne s'effacent jamais. Des mots qui s'impriment dans la chair. Des mots qui transforment l'amour en cendres. 22h. Le 24 décembre 2024. Mon téléphone a vibré. Je l'ai pris lentement, comme on prend un objet dangereux. C'était un message dans le groupe « Noël en famille » de Floréon. Et voici ce qu'il avait écrit. « Sérieux, maman ? Tu croyais vraiment qu'on allait venir ? Velha chata, ningem aganta vosse, vekome sosigna memo. » J'ai lu ces mots 3 fois, 4 fois, 5 fois, comme si, en les relisant, ils allaient changer de sens. Vela chata, vieille emmerdante, ningem aguanta vosse, personne ne te supporte, vekome sosigna mesme, va manger toute seule. Et cet emoji, ce visage qui pleure de rire. Puis, sous le message de Floréon,
j'ai vu apparaître une réaction. Adrien avait mis un pouce levé. Mon fils aîné, celui que j'avais porté pendant 9 mois, celui pour qui j'avais accouché pendant 16 heures, celui que j'avais nourri, bercé, soigné pendant toutes ces maladies d'enfance. Il approuvait, il trouvait ça drôle. Puis Oriane a réagi, 3 émojis, un visage qui pleure de rire, un fantôme et une main qui fait signe de partir. Ma fille, ma seule fille. Celle à qui j'avais chanté des berceuses, celle dont j'avais essuyé les larmes après son premier chagrin d'amour, celle pour qui j'avais cousu des robes, préparé des goûters, raconté des histoires. Elle aussi trouvait ça drôle. Je suis restée immobile, le téléphone dans la main, les bougies qui tremblaient devant moi, le chapon qui refroidissait dans la cuisine, et cette table, cette magnifique table dressée pour personne. J'ai posé le téléphone, doucement, comme on pose quelque chose de précieux qu'on ne veut pas briser. Puis j'ai regardé autour de moi, la nappe brodée de ma grand-mère, les assiettes en porcelaine que Maurice avait achetées, l'argenterie que j'avais polie pendant des heures, les roses blanches qui commençaient déjà à s'incliner, les bougies qui fondaient lentement. Et j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre bien avant. Je n'avais plus de famille. Oh, j'avais 3 enfants, biologiquement, légalement. Mais je n'avais plus de famille. Une famille, c'est des gens qui se soucient de vous, qui vous appellent, qui viennent quand vous avez besoin, qui se souviennent de votre anniversaire, qui ne vous humilient pas dans un groupe WhatsApp le soir de Noël. J'ai éteint mon téléphone, puis je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la cuisine. Le chapon était là, doré, parfait, inutile. J'en ai découpé une tranche. Je suis retournée dans la salle à manger. Je me suis assise, seule, à cette table pour 4, et j'ai mangé, lentement, en silence. Chaque bouchée avait le goût de la solitude, mais aussi, étrangement, le goût de quelque chose d'autre, de la clarté. Pendant 60 ans, j'avais été la fille de mes parents, puis la femme de Maurice, puis la mère de mes enfants. J'avais toujours défini mon existence par rapport aux autres. Et là, assise à cette table vide, je me suis demandé, qui suis-je, moi, Elziane Valdargent? Qui suis-je sans eux? J'ai fini mon assiette. Puis j'ai bu un verre de vin, le Pomerol que j'avais acheté pour Floréon. Il était excellent. Dehors, j'entendais les bruits de la ville, des rires qui montaient des appartements voisins, des familles qui fêtaient Noël, des enfants qui criaient de joie, des verres qui tintaient. La vie continuait, partout, sauf ici. À 23 heures, je me suis levée. J'ai débarrassé la table. J'ai rangé les assiettes inutilisées. J'ai jeté les fleurs. J'ai soufflé les bougies. Puis je me suis assise dans le salon, dans le fauteuil préféré de Maurice, et j'ai réfléchi. J'ai pensé à toutes ces années, à tous ces sacrifices, à tout cet argent donné, aux voitures, aux prêts, aux mariages payés, aux caprices satisfaits. J'ai pensé à la Mercedes d'Adrien, 72 000 €, à mon nom. J'ai pensé à l'Audi de Floréon, 65 000 €, à mon nom aussi. J'ai pensé à la BMW d'Oriane, 58 000 €, toujours à mon nom. Près de 200 000 € en véhicule, pour des enfants qui m'insultaient le soir de Noël. J'ai pensé à l'héritage que Maurice avait laissé, les 2 immeubles dans le 16e arrondissement, l'appartement à Nice, les placements financiers. Tout était à mon nom. Maurice avait été clair dans son testament. Elle décidera, le moment venu, de ce qu'elle souhaite transmettre à nos enfants. Le moment venu. Est-ce que ce moment était arrivé? Ou plutôt, est-ce que ce moment était passé? J'ai repensé au message de Floréon. Vela chata, ninguém aganta você, ve come sozinha mesmo, au pouce levé d'Adrien, aux émojis moqueurs d'Oriane. Et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Pas de la colère. Non, la colère c'est bruyant, c'est impulsif, c'est destructeur. Ce que je ressentais était différent. C'était du calme, un calme glacial, une lucidité parfaite. Pendant des années, j'avais été aveugle. Je m'étais accrochée à l'illusion d'une famille unie. Je m'étais raccrochée aux souvenirs de leur enfance, à ces moments où ils me disaient « Je t'aime, maman », à ces moments où ils avaient encore besoin de moi. Mais ces moments étaient morts, enterrés, aussi morts que Maurice. Mes enfants n'étaient plus mes enfants. Ils étaient devenus des étrangers cruels qui portaient mon nom de famille. Et moi, j'étais devenu quoi pour eux? Un distributeur automatique, un portefeuille ambulant, une vieille femme naïve qu'on humilie en groupe WhatsApp. À minuit, les cloches de l'église Saint-Pierre de Chaillot ont sonné. Noël. Joyeux Noël. Je me suis levée.
J'ai marché jusqu'au secrétaire en bois de rose que Maurice avait acheté aux puces de Saint-Ouen il y a 30 ans. J'ai ouvert le tiroir, j'ai sorti le carnet d'adresse et j'ai cherché un numéro. Maître Jean-Baptiste Ferrand, l'avocat de la famille, celui qui avait rédigé le testament de Maurice, celui qui gérait nos affaires patrimoniales depuis 20 ans. J'ai regardé le numéro. Il était minuit 15, trop tard pour appeler, ou peut-être exactement le bon moment, parce que certaines décisions ne peuvent se prendre qu'au milieu de la nuit, quand le monde dort, quand il n'y a plus de bruit, plus de distractions, plus d'excuses, juste la vérité nue. J'ai composé le numéro. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis une voix endormie a répondu. « Allô, Maître Ferrand, c'est Elziane Valdargent. » Silence. Puis, « Madame Valdargent, il était minuit passé. Quelque chose ne va pas ? » « Tout va très bien, maître. Je suis désolé de vous déranger à cette heure, mais j'ai besoin de vous parler. Maintenant. »« Maintenant ? Oui, c'est urgent. » J'entendais du bruit à l'autre bout. Il se redressait dans son lit, probablement. « Très bien, je vous écoute. Je veux modifier mon testament. »« Maintenant ? Le soir de Noël ? » ?»« Surtout le soir de Noël. » Il y a eu un silence. Puis, « Que voulez-vous faire exactement ? » ?»« Je veux déshériter mes 3 enfants, entièrement. » Nouveau silence, plus long cette fois. « Madame Valdargent, c'est une décision très grave. Êtes-vous sûre ? Plus sûre que je ne l'ai jamais été. Puis-je vous demander ce qui motive cette décision ? » J'ai regardé la table vide, les bougies éteintes, mon téléphone posé là, avec ce message qui brillait encore derrière l'écran noir. Ils m'ont manqué de respect 1 fois de trop, maître. Je vois. Écoutez, Madame Valdargent, je comprends que vous soyez blessée, mais ce genre de décision ne devrait pas être prise sous le coup de l'émotion. Dormez dessus. Nous en reparlerons après les fêtes. Non. Ma voix était calme, ferme. Je ne dors plus sur rien, maître. J'ai dormi sur trop de choses. J'ai fermé les yeux sur trop d'humiliations. J'ai pardonné trop d'insultes. J'ai accepté trop de silence. Maintenant, j'agis. Madame, pouvez-vous rédiger ce document ou dois-je trouver un autre avocat ? Silence. Puis, je peux le faire, mais légalement, je ne peux pas le rédiger cette nuit. Il faut que nous nous voyions, que nous rédigions le document en bonne et due forme. Demain matin alors, 1re heure. C'est Noël, Madame Valdargent. Mon cabinet est fermé. Chez vous alors, ou chez moi, peu importe. Mais demain matin, il a soupiré. Très bien, je passerai chez vous à 10 heures. Parfait. Mais Madame Valdargent, je dois vous prévenir. En France, on ne peut pas déshériter complètement ses enfants. Ils ont droit à une réserve héréditaire. Je sais, la réserve légale. Mais je peux réduire leur part au strict minimum, n'est-ce pas ? Oui, vous pouvez disposer librement de la quotité disponible. Dans votre cas, avec 3 enfants, ils recevront chacun 1/4 en réserve, et vous pourrez disposer du dernier quart comme bon vous semble. Alors faites-le. Réduisez leur part au minimum légal, et la quotité disponible, je la lègue. Je me suis arrêté. À qui ? Je n'avais pas d'autres enfants, pas de frères ni sœurs. Mes parents étaient morts depuis longtemps. Je la lègue à des œuvres caritatives, des associations qui aident les personnes âgées abandonnées, celles qui sont seules, celles dont les enfants ne viennent plus. Très bien, je noterai tout ça. Merci, maître. Madame Valdargent, puis-je vous donner un conseil ? Je vous écoute. Réfléchissez encore. Les mots peuvent blesser, mais ils passent. Les actes juridiques, eux, sont définitifs. Justement, il est temps que mes actes soient aussi définitifs que leur mépris. J'ai raccroché. Puis, je me suis rassise. Mais je n'avais pas fini. Il y avait autre chose. Les voitures. Les 3 voitures immatriculées à mon nom. La Mercedes d'Adrion, l'Audi de Floréon, la BMW d'Oriane. Je me suis levée. J'ai cherché un autre numéro dans le carnet. Maître Sophie Blanchard, une avocate spécialisée en droit automobile que Maurice avait consultée il y a quelques années pour un litige d'assurance. J'ai composé le numéro. Messagerie. J'ai laissé un message. Maître Blanchard, c'est Elziane Valdargent. Je vous contacte pour une affaire urgente concernant 3 véhicules immatriculés à mon nom, mais utilisés par des tiers. J'aimerais les faire immobiliser immédiatement. Rappelez-moi dès que possible, s'il vous plaît. Même la nuit de Noël. J'ai raccroché. Puis j'ai attendu. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Madame Valdargent, Sophie Blanchard, j'ai eu votre message. Que se passe-t-il ? Maître, j'ai 3 véhicules à mon nom. Ils sont conduits par mes enfants sans mon autorisation formelle. Je veux les faire bloquer, immédiatement. Les bloquer comment ? Est-ce que je peux faire opposition auprès des assurances ? Signaler les véhicules comme prêtés sans autorisation ? Faire annuler les cartes grises ?
N'importe quoi qui les empêche de rouler. Techniquement, puisque vous êtes la propriétaire légale, vous pouvez retirer votre autorisation d'usage. Cela rendra leur conduite illégale. Vous pouvez également contacter les assurances pour suspendre les contrats. Sans assurance, ils ne peuvent plus utiliser les véhicules. Faites-le, toutes les démarches nécessaires. Madame, je dois vous prévenir. Cela va créer un conflit familial majeur. Le conflit existe déjà, maître, mais il était à sens unique. Maintenant, il sera équitable. Très bien. Je m'en occupe dès demain matin. Enfin, ce matin. Il est déjà 1h du matin. Merci, maître. Puis-je vous demander ce qui s'est passé? J'ai regardé mon téléphone éteint. Ils m'ont souhaité joyeux Noël à leur manière. Je vois. Non, maître, vous ne voyez pas. Mais ce n'est pas grave. Faites juste votre travail. Comptez sur moi. J'ai raccroché. Il était 1h30 du matin, le 25 décembre, jour de Noël. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à ma chambre, je me suis déshabillé, j'ai enfilé ma chemise de nuit, je me suis glissé dans mon lit. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi, profondément, sans cauchemar, sans angoisse, parce que j'avais pris une décision que Maurice aurait approuvée. Ne te laisse jamais manquer de respect, Elziane. C'est ce qu'il m'avait dit, c'est ce qu'il avait écrit dans son testament. Et cette nuit-là, enfin, je l'avais écouté. Il y a un silence particulier qui précède les tempêtes, un silence lourd, épais, où l'air semble figé. Ce matin du 25 décembre, je me suis réveillé dans ce silence-là. Je me suis réveillé à 7h. Le soleil d'hiver entrait doucement par la fenêtre de ma chambre. Un soleil pâle, presque timide, qui dessinait des rectangles de lumière sur le parquet. Je suis resté allongé quelques instants, les yeux ouverts, à regarder le plafond. Et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je me sentais légère, pas heureuse. Non, le bonheur était encore loin, mais légère, comme si un poids énorme avait été retiré de ma poitrine pendant la nuit. Je me suis levée. J'ai enfilé ma robe de chambre en velours bordeaux. J'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai préparé du café. Un vrai café, comme Maurice me l'avait appris, avec des grains fraîchement moulus, de l'eau chaude à 90 degrés exactement, une presse française. L'odeur a rempli l'appartement. Je me suis assise près de la fenêtre avec ma tasse. Dehors, Paris s'éveillait lentement. Les rues étaient presque vides. Quelques passants emmitouflés dans leurs manteaux. Un jogger solitaire. Un couple qui marchait main dans la main. C'était Noël. Pour les autres. Pour moi, c'était le premier jour du reste de ma vie. J'ai bu mon café lentement. Puis j'ai allumé mon téléphone. 53 notifications. Je les ai ignorées. Je savais déjà ce qu'elles contenaient. À 9h45, on a sonné à la porte. Maître Jean-Baptiste Ferrand était en avance. J'ai ouvert. Il se tenait là, dans le couloir, avec son attaché-case en cuir marron et son manteau anthracite. Il avait 65 ans, des cheveux gris impeccablement coiffés et ce regard professionnel mais bienveillant qu'ont les bons avocats. Madame Valdargent. Maître, merci d'être venu un jour de Noël. Je dois avouer que votre appel m'a inquiété. Entrez, je vous prie. Il est entré. A enlevé son manteau, je l'ai fait asseoir dans le salon. Un café? Volontiers. Je lui ai servi une tasse. Nous nous sommes assis face à face. Il a ouvert son attaché-case, en a sorti des documents vierges et un stylo. Madame Valdargent, avant de commencer, je dois vous poser une question. Avez-vous réfléchi depuis cette nuit? Oui. Et je suis plus déterminé encore. Il a hoché la tête lentement. Très bien. Alors commençons. Vous voulez modifier votre testament pour réduire la part de vos 3 enfants au minimum légal. C'est exact? Oui. Vous savez que, selon le Code civil français, avec 3 enfants, ils ont droit aux 3/4 de votre patrimoine en réserve héréditaire. Ils recevront donc chacun un quart, quoi qu'il arrive. Je sais. Le dernier quart, la quotité disponible, vous souhaitez le léguer à des œuvres caritatives. Exactement. Avez-vous des associations particulières en tête? J'ai réfléchi. Les petits frères des pauvres. Ils s'occupent des personnes âgées isolées. Excellent choix. Il a commencé à écrire. Le silence n'était troublé que par le grattement de son stylo sur le papier. « Madame Valdargent, a-t-il dit sans lever les yeux, puis-je vous demander si vous souhaitez ajouter une clause explicative? Une clause explicative? Oui, une explication de votre décision. Ce n'est pas obligatoire, mais cela peut être utile si vos enfants contestent le testament. Cela montre que vous étiez lucide et que votre décision était mûrement réfléchie. » J'ai souri. Un sourire sans joie. « Écrivez ceci, maître. Je réduis la part de mes enfants au minimum légal, car ils ont cessé d'être présents dans ma vie. Ils m'ont manqué de respect de manière répétée et cruelle. Je ne souhaite pas récompenser l'abandon et l'humiliation.
Il a levé les yeux vers moi. Vous êtes sûr? C'est très direct, c'est la vérité. Il a hoché la tête et a écrit. Pendant qu'il rédigeait, j'ai regardé par la fenêtre. Quelque part dans Paris, Adrien se réveillait probablement dans son appartement du 16e. Il embrassait peut-être son fils Théo. Il ouvrait des cadeaux avec Clémence. Quelque part, Floréon riait avec Mathilde autour d'un brunch de Noël. Quelque part, Oriane déballait des présents avec Édouard. Et aucun d'eux ne pensait à moi. Aucun d'eux ne se demandait comment j'avais passé la soirée d'hier. Aucun d'eux ne se souciait de savoir si j'étais seule. Voilà. Maître Ferrand a tourné le document vers moi. Je l'ai lu attentivement. C'était froid, juridique, définitif, exactement ce dont j'avais besoin. Je vais vous demander de le signer ici, ici et ici. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. J'ai signé. Elziane Valdargent. 3 fois. Parfait. Il me faut maintenant 2 témoins pour authentifier le document. Je vais contacter 2 confrères de confiance. Nous finaliserons tout cela dans les prochains jours. Merci, maître. Il a rangé les documents. Puis il m'a regardé avec une expression que je ne lui connaissais pas. Presque de la tristesse. Madame Valdargent, je connais votre famille depuis 20 ans. Maurice était un homme bon. Vos enfants étaient différents autrefois. Autrefois, oui. Mais les gens changent, maître. Ou peut-être qu'ils révèlent simplement qui ils ont toujours été. C'est possible. Il s'est levé, a remis son manteau. Je vous recontacte dès que le testament est finalisé. D'ici là, prenez soin de vous. Merci, maître. Il est parti. Je suis restée seule dans le salon. 10h20. J'ai repris mon téléphone. Les notifications avaient augmenté. 68 maintenant. J'ai ouvert le groupe Noël en famille. Aucun nouveau message. Ils avaient insulté leur mère hier soir et dormaient tranquillement ce matin. J'ai ouvert mes messages privés. Un message de Floréon, envoyé à 2h du matin. Maman, t'es là? Rien d'autre. Pas d'excuses. Juste t'es là? Comme si de rien n'était. J'ai supprimé le message. Un message d'Oriane, envoyé à 8h30. Joyeux Noël, maman. Bisous. Joyeux Noël. Après m'avoir humiliée hier soir, elle me souhaitait joyeux Noël. J'ai supprimé le message. Adrien n'avait rien envoyé. Évidemment. À 11h, mon téléphone a sonné. Maître Sophie Blanchard. Madame Valdargent? Oui, maître. J'ai lancé les procédures ce matin. J'ai contacté les 3 compagnies d'assurance. Les contrats seront suspendus à partir de demain, 26 décembre, à midi. Parfait. J'ai également envoyé des courriers recommandés à vos 3 enfants, les informant que vous retirez votre autorisation d'usage des véhicules. Ils les recevront demain ou après-demain. Excellent. Madame, je dois vous prévenir. Dès demain midi, s'ils conduisent ces véhicules, ils seront en infraction. Ils risquent une amende, voire une immobilisation du véhicule par les forces de l'ordre. Je comprends. Ils vont être surpris et probablement très en colère. Qu'ils le soient. Très bien. Je vous tiendrai informé. Elle a raccroché. J'ai posé le téléphone. Demain midi. Dans 25 heures environ, mes 3 enfants découvriraient ce que j'avais fait. Leur précieuse voiture, inutilisable, leur précieux héritage, réduit au strict minimum, leur précieuse mère, disparue de leur vie. À midi, j'ai mangé les restes du chapon, seule à ma table de cuisine. C'était délicieux. À 14h, on a sonné à nouveau. J'ai regardé par l'œilleton. Oriane. Mon cœur a fait un bond. Que faisait-elle là? J'ai hésité. Puis j'ai ouvert. Elle se tenait là, dans le couloir, avec son manteau beige et son sac Longchamp. Elle souriait. « Maman, Oriane, je passais dans le quartier, je me suis dit que j'allais te voir. » Elle mentait. Elle n'habitait pas près d'ici. Et on ne passe pas dans le quartier le jour de Noël. « Entre. » Elle est entrée. A embrassé l'air près de mes joues. A enlevé son manteau. « Ça sent bon ici. Tu as cuisiné hier? » « Oui. Dommage qu'on n'ait pas pu venir. C'était vraiment compliqué avec Édouard. » Elle disait ça avec légèreté, comme si compliqué était une excuse acceptable, comme si leur message d'hier soir n'avait jamais existé. « Oriane? Oui? Pourquoi es-tu vraiment là? » Elle a souri, un sourire un peu forcé. « Comment ça? Je te l'ai dit, je passais dans le coin. Un jour de Noël. »« Oui. Oriane, arrête. Qu'est-ce que tu veux? » Son sourire a vacillé. « Maman, pourquoi tu es comme ça? Je viens te voir et tu m'agresses? Je ne t'agresse pas. Je te demande simplement la vérité. » Elle a soupiré, s'est assise sur le canapé. « Bon, d'accord. Voilà. Édouard et moi, on a un projet. Une maison de vacances en Normandie. C'est une opportunité incroyable. Mais il nous manque un peu pour boucler le financement. Voilà, la vérité. » Elle n'était pas venue pour me voir. Elle était venue pour de l'argent. Le jour de Noël.
après m'avoir humilié la veille. Combien? Ai-je demandé calmement. 60 000 euros. 60 000 euros. Comme si c'était une somme négligeable. Oriane, tu m'as demandé 50 000 euros en mars de l'année dernière, pour votre déménagement. Oui, et on t'en est très reconnaissant. Mais là, c'est différent. C'est un investissement. Un investissement. Oui. Je me suis assise en face d'elle. Oriane, as-tu relu le groupe WhatsApp hier soir? Elle a pâli légèrement. Quel groupe? Tu sais très bien de quoi je parle. Maman, qu'avez-vous écrit exactement? Toi, Floréon et Adrien? Elle a détourné le regard. C'était juste une blague, maman. Une blague. Oui, on ne pensait pas à mal. Vela chata, ningem aganta voce, vai come sozinha memo. J'ai prononcé chaque mot lentement. C'était une blague? Maman, arrête! Floréon avait bu, il ne savait pas ce qu'il disait. Et toi, tes émojis? Le visage qui rit? La main qui chasse? C'était aussi parce que tu avais bu? Maman? Et Adrien? Son pouce levé? Elle s'est levée. Écoute, je ne suis pas venue pour me disputer. Je suis venue te voir et te demander de l'aide. De l'aide. Oui, je me suis levée à mon tour. Oriane, j'ai préparé un dîner hier soir. J'ai passé des jours à tout organiser. J'ai supplié pendant des semaines pour que vous veniez. Tous les trois. On était occupés. Tu n'étais pas occupé. Tu as choisi de ne pas venir. Et ensuite, vous m'avez insulté. En groupe. Les trois. Ensemble. C'était stupide, d'accord? On s'excuse. Toi, tu t'excuses? Ou vous vous excusez? Quoi? Est-ce que Adrien s'excuse? Est-ce que Floréon s'excuse? Ou est-ce juste toi, parce que tu as besoin de 60 000 euros? Elle a rougi. Maman, tu es injuste. Moi, je suis injuste? Ma voix est montée. Pour la première fois depuis des années, j'ai haussé le ton. Moi, je suis injuste? Elle a reculé d'un pas. Pendant des années, j'ai tout donné. Tout. J'ai payé vos études, vos mariages, vos voitures, vos appartements, vos caprices. J'ai été là pour chaque difficulté, chaque besoin, chaque urgence. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Maman, des silences, des oublis, des excuses, et finalement, des insultes. On ne t'a pas insulté. Vieille merdante, personne ne te supporte. Va manger toute seule. J'ai hurlé ces mots. Oriane a sursauté. Ce n'était pas une insulte, ça. C'était juste quoi? Elle ne répondait plus. Elle regardait le sol. Sors. Quoi? Sors de chez moi. Maman, sors. Elle a attrapé son manteau. Ses mains tremblaient. Tu ne vas quand même pas... Je ne vais pas, quoi? Te donner 60 000 euros? Non. Non, Oriane. Je ne vais pas. Mais, sors, maintenant. Elle est partie en claquant la porte. Je suis restée debout dans le salon, le cœur battant, les mains tremblantes, mais pas de larmes, plus de larmes. À 17h, j'ai reçu un appel d'Adrien. Je n'ai pas décroché. À 18h, Floréon a essayé de m'appeler. Je n'ai pas décroché. À 19h, Oriane m'a envoyé un message. « Maman, on doit parler. Rappelle-moi. » Je n'ai pas répondu. À 20h, un nouveau message dans le groupe « Noël en famille » de Adrien, cette fois. « Maman, c'est quoi ce délire avec Oriane? Elle dit que tu refuses de l'aider. » J'ai regardé ce message longtemps, puis j'ai tapé ma réponse. La première réponse depuis leur insulte d'hier. « Hier soir, je vous ai attendu. J'avais préparé un dîner. Vous ne vous êtes pas présenté. Vous m'avez insulté dans ce même groupe. Aujourd'hui, Oriane vient me demander 60 000 euros. Vous me prenez pour qui exactement? » J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis j'ai regardé. Lu. Quelqu'un écrivait. « Adrien. Maman, on a déconné, ok? Mais c'était juste une blague. Faut pas le prendre comme ça. Une blague. Toujours une blague. » Floréon a écrit. « Ouais, maman, détends-toi. On s'excuse. Bon, c'est Noël, on passe à autre chose? » Passer à autre chose. Comme si l'humiliation pouvait s'effacer avec un « on s'excuse ». Oriane a écrit. « Maman, tu exagères. On est venu te voir aujourd'hui et tu m'as viré. Tu es venu me voir. Pas on. Juste toi. Pour de l'argent. » J'ai tapé ma réponse. Vous découvrirez demain ce que signifie vraiment exagérer. Passez une bonne soirée. Envoyé. Silence. Puis de Adrien. C'est quoi ces menaces? Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'application. J'ai éteint mon téléphone. Et je suis allée me coucher. Demain, il saurait. Demain, tout changerait. Il y a des matins où l'on se réveille en sachant que rien ne sera plus jamais pareil. Le 26 décembre 2024 était l'un de ces matins. Je me suis réveillée à 6h30. Avant même d'ouvrir les yeux,
j'ai senti quelque chose de différent dans l'air, une tension, une anticipation. Aujourd'hui, à midi exactement, les assurances de leurs 3 voitures seraient suspendues. Aujourd'hui, ils recevraient les courriers recommandés leur retirant l'autorisation d'usage. Aujourd'hui, ils découvriraient ce que signifie vraiment perdre quelque chose. Je me suis levée calmement. J'ai préparé mon café rituel. Je me suis assise près de la fenêtre. Paris s'éveillait sous un ciel gris perle. Il avait plu pendant la nuit. Les trottoirs brillaient. Les passants marchaient rapidement, emmitouflés dans leurs écharpes. La vie continuait, comme toujours. À 8 heures, j'ai allumé mon téléphone. 92 notifications. J'ai ouvert le groupe « Noël en famille ». Plusieurs messages envoyés pendant la nuit. Adrien, à 23h15. « Maman, réponds. C'est quoi ce délire ?» Floréon, à 23h45. « Maman, on peut en parler comme des adultes ?» Oriane, à minuit 30. « Maman, tu me fais peur. Réponds s'il te plaît. » Et puis, à 1h du matin, un message que je n'attendais pas, de Adrien. « Ok maman, tu veux qu'on s'excuse officiellement ? Voilà, on s'excuse. On a déconné l'autre soir. C'était nul. Maintenant, arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. » Même dans leurs excuses, ils m'insultaient. Je n'ai pas répondu. À 9h, mon téléphone a sonné. Adrien. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé immédiatement. Je n'ai pas décroché. Un message est arrivé. « Maman, décroche. » C'est important ? J'ai ignoré. 10 minutes plus tard, Floréon a appelé. Je n'ai pas décroché. Puis Oriane. Je n'ai pas décroché. Il commençait à paniquer. Bien. À 10h, j'ai reçu un appel de Maître Ferrand. « Madame Valdargent, bonjour. Je vous appelle pour vous informer que le testament a été authentifié ce matin avec 2 témoins. Il est désormais valide et enregistré. » Parfait. Merci, maître. Je dois vous dire, madame, que cette décision va créer des remous. Vos enfants vont probablement me contacter. Laissez-les faire. Vous êtes prête à assumer les conséquences ? Complètement. Très bien. Je reste à votre disposition. Il a raccroché. J'ai regardé l'horloge. 10h12. Encore 1h48 avant midi. Avant que leur voiture devienne inutilisable, je me suis habillée avec soin. Un tailleur gris anthracite que Maurice m'avait offert il y a 10 ans. Des escarpins noirs. Les perles qu'il m'avait données. Je me suis maquillée légèrement, je me suis coiffée, je me suis regardée dans le miroir. J'avais 60 ans, mais ce matin-là, je me suis vue différemment. Pas comme une vieille femme abandonnée, mais comme une femme qui reprenait le contrôle. À 11h, on a sonné à la porte. J'ai regardé par l'œilleton. Adrien. Il avait l'air agité. Il vérifiait son téléphone. Il tapait du pied. J'ai ouvert. « Maman! Enfin, pourquoi tu ne réponds pas ? Bonjour, Adrien. Bonjour. Écoute, il faut qu'on parle. Entre. » Il est entré. N'a pas enlevé son manteau. Est resté debout dans l'entrée. « Maman, c'est quoi ce bordel ? Oriane dit que tu l'as viré hier, que tu refuses de l'aider. Qu'est-ce qui se passe ? Je t'ai dit que vous le découvririez. Découvrir quoi ? Que je ne suis plus votre banque. » Il a ri. Un rire nerveux. « Notre banque ? Maman, de quoi tu parles ? Adrien, pendant combien de temps encore croyais-tu que j'allais accepter d'être traitée comme ça ? Traitée comme quoi ? Comme une vieille emmerdante que personne ne supporte. » Il a pâli. « Maman, c'était une blague. Combien de fois on doit te le dire ? Ce n'était pas une blague, c'était votre vérité. Vous l'avez écrite, vous en avez ri. Et maintenant, vous assumez. Assumez quoi ? » J'ai souri. Un sourire froid. « Tu verras. » J'ai regardé ma montre. 53 minutes exactement. « Maman, arrête tes énigmes. Qu'est-ce que tu as fait ? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. C'est-à-dire, j'ai repris ce qui m'appartenait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu comprendras à midi. » Il m'a regardé, les yeux écarquillés. « Maman, tu me fais peur. » « Bien. » « Quoi bien ? Pendant des années, vous ne vous êtes pas soucié de me faire peur, de me faire souffrir, de me faire pleurer. Aujourd'hui, c'est vous qui avez peur. Et ça me semble juste. Maman, on ne t'a jamais fait pleurer. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Adrien, j'ai pleuré chaque soir pendant 2 ans, depuis la mort de ton père, seul dans cet appartement, en attendant des appels qui ne venaient jamais, en espérant des visites qui n'arrivaient pas, en mendiant de l'affection à mes propres enfants. On était occupés. Non, vous étiez indifférent. » Il a ouvert la bouche, l'a refermée. « Maman, sors. »« Quoi ? Sors de chez moi. »« Mais, sors !» Il est sorti. La porte s'est refermée. Je suis retournée dans le salon.
Mon cœur battait vite, mais ma main ne tremblait pas quand j'ai saisi ma tasse de café. À 11h45, j'ai reçu un appel de Maître Blanchard. « Madame Valdargent, tout est en place. Les 3 assurances ont confirmé la suspension. À midi précis, les contrats seront inactifs. J'ai également reçu confirmation que les 3 courriers recommandés ont été distribués ce matin. Parfait. Madame, je dois vous prévenir, vos enfants vont probablement essayer de contacter les assurances. Ils vont être très contrariés, j'imagine. Vous êtes certaine de vouloir aller jusqu'au bout? Absolument. Très bien. Bonne chance, madame. Elle a raccroché. J'ai regardé l'horloge du salon. 11h56. 4 minutes. Je me suis assise dans le fauteuil de Maurice. J'ai posé mon téléphone sur la table basse devant moi. Et j'ai attendu. Midi. Les cloches de l'église ont sonné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Silence. Puis, à 12h03 exactement, mon téléphone a vibré. Un appel d'Adrion. Je n'ai pas décroché. 12h04. Un appel de Floréon. Je n'ai pas décroché. 12h06. Un message dans le groupe. Adrion. Maman, c'est quoi ce bordel avec ma voiture? L'assurance vient de m'appeler pour me dire que mon contrat est suspendu. 12h07. Floréon. Maman, l'assurance dit que ma voiture n'est plus assurée. C'est une erreur, ou quoi? 12h09. Oriane. Maman répond. Mon assurance est annulée. Qu'est-ce que tu as fait? Je les ai regardés paniquer. Tous les 3, en même temps. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri. Un vrai sourire. 12h12. Adrion. Maman, tu ne peux pas faire ça. J'ai une réunion importante cet après-midi. J'ai besoin de ma voiture. Floréon. Maman, sérieux, c'est quoi ce délire? Appelle l'assurance. Il y a un problème. Oriane. Maman, je dois aller chercher les enfants à 14h. Réponds. Je n'ai pas répondu. 12h20. Le téléphone sonnait sans arrêt. Adrion. Floréon. Oriane. Adrion. Floréon. Oriane. En boucle. Je regardais l'écran s'illuminer encore et encore, et je laissais sonner. 12h30. Un message de Floréon. Ok, j'ai appelé l'assurance. Ils disent que c'est toi qui as demandé la suspension. C'est vrai? Puis Adrion. Maman répond bordel. L'assurance dit que tu as retiré ton autorisation. C'est n'importe quoi. La voiture est à mon nom. Non, Adrion. La voiture est à mon nom. C'est écrit sur la carte grise. Tu l'as juste oublié. Oriane. Maman, je viens de recevoir un courrier recommandé. Il dit que tu retires ton autorisation d'usage pour la BMW. C'est une blague? Non, Oriane. Ce n'est pas une blague. Contrairement à ce que vous m'avez écrit l'autre soir. 12h45. Mon téléphone n'arrêtait plus de sonner. J'ai fini par le mettre en mode silencieux. Mais je regardais les notifications s'accumuler. 20 appels manqués, 35 messages, 42, 50, 13h. Un nouveau message. De Adrion. Maman, j'arrive. On va régler ça. Ah, il arrivait. Parfait. 13h20, on a sonné. Puis tambouriné. Maman, ouvre. C'était Adrion. J'ai attendu quelques secondes. Puis j'ai ouvert. Il était rouge, essoufflé, furieux. C'est quoi ce bordel? Bonjour, Adrion. Bonjour? Tu bloques nos voitures et tu dis bonjour? Entre. Je ne veux pas entrer. Je veux que tu règles ce problème. Maintenant. Ce n'est pas un problème. C'est une décision. Une décision? De bloquer nos voitures? Oui. Mais pourquoi? Parce qu'elles sont à moi. À toi? La Mercedes est à moi. C'est ma voiture. Non, Adrion. Elle est à mon nom. Sur la carte grise. Tu l'as juste empruntée. Empruntée? Ça fait 3 ans que je la conduis. Exactement. 3 ans pendant lesquels tu as profité d'un véhicule qui ne t'appartenait pas. 3 ans pendant lesquels tu ne m'as jamais remercié. 3 ans pendant lesquels tu m'as traité comme une vieille emmerdante. Il s'est figé. C'est pour ça? Pour cette histoire de message? Cette histoire? Cette histoire? Ma voix est montée. Adrion, vous m'avez humilié. Le soir de Noël. Alors que j'avais préparé un dîner pour vous. Alors que je vous attendais. Vous m'avez insulté. Ensemble, les 3. Et tu appelles ça une histoire? Mais on s'est excusé? Non. Vous avez dit « on s'excuse », comme on dit « passe-moi le sel », sans sincérité, sans regret. Juste pour que je continue à être à votre disposition. Maman, arrête ton délire. Mon délire? Oui, tu bloques nos voitures pour une blague de merde. Ce n'était pas une blague, c'était votre vérité. N'importe quoi. Adrion,
Quand as-tu appelé ta mère pour la dernière fois? Juste pour prendre des nouvelles? Sans rien demander? Silence. Je sais pas. Moi je sais. Jamais. Depuis la mort de ton père, tu ne m'as jamais appelé juste pour savoir comment j'allais. J'étais occupée. Occupée. Toujours occupée. Mais jamais trop occupée pour me demander de l'argent. Jamais trop occupée pour me demander de signer des papiers. Jamais trop occupée pour prendre ce que je pouvais donner. Maman, je t'ai donné une voiture à 72 000 €. Une voiture que j'ai payée cash. Une voiture que tu conduis depuis 3 ans sans jamais dire merci. J'ai dit merci. Quand? Il ne répondait pas. Quand, Adrien? Le jour où tu me l'as donnée. Il y a 3 ans. Oui. Et depuis? Silence. Et ton fils? Théo? Combien de fois m'as-tu laissé le voir? Clémence préfère qu'on limite les visites. Clémence. Bien sûr, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme ça. Si, Adrien, c'est exactement comme ça. Vous êtes devenus des adultes égoïstes, cruels, ingrats, et moi, j'ai été aveugle trop longtemps. Maman, rends-moi ma voiture. Non. Quoi? Tu m'as bien entendu? Non. Mais j'en ai besoin. Achète-en une. Avec quel argent? Le tien. Maman, arrête. Non. C'est toi qui vas arrêter. Vous allez tous les 3 arrêter de profiter de moi. On ne profite pas. Adrien, tu conduis une voiture qui ne t'appartient pas. Tu vis dans un immeuble dont les loyers sont payés par le patrimoine que ton père a construit. Et tu m'insultes le soir de Noël. Comment tu appelles ça? Il tremblait. Sors. Maman, sors de chez moi. Maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Si. Je vais appeler un avocat. Fais-le. On va contester. Bonne chance. Les voitures sont à mon nom. Légalement. Tu n'as aucun droit. Il m'a regardé avec une expression que je ne lui connaissais pas. De la haine. Tu es folle. Non. Je suis lucide. Tu vas le regretter. Non, Adrien. C'est toi qui vas le regretter. Toute ta vie, tu vas te souvenir de ce jour où tu as perdu ta mère. Pas parce qu'elle est morte, mais parce que tu l'as tuée avec ton mépris. Il est parti en claquant la porte. Je suis restée debout dans l'entrée. Le silence est revenu. Mon téléphone continuait à vibrer. Messages, appels, encore et encore. Mais je ne répondais pas. Je suis retournée dans le salon. Je me suis assise et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Parce que j'avais enfin dit non. Après 60 ans d'existence, j'avais enfin dit non. Après la tempête vient toujours un silence étrange. Un silence où l'on compte les dégâts, où l'on mesure ce qui a été détruit et ce qui, enfin, peut renaître. Après le départ d'Adrien, je suis restée assise pendant 1 heure entière sans bouger. Les larmes avaient séché sur mes joues. Mon téléphone continuait à vibrer, mais j'avais cessé de le regarder. Dehors, Paris vivait sa vie normale. Les voitures passaient, les gens marchaient, le monde tournait. Et moi, pour la première fois depuis des années, je respirais. Vraiment. À 15 heures, on a sonné à nouveau. Cette fois, c'était différent. Pas des coups violents, juste la sonnette, puis du silence. J'ai regardé par l'œilleton. Floréon et Oriane, ensemble. Ils se tenaient côte à côte dans le couloir. Floréon avait les mains dans les poches. Oriane tenait son sac contre elle comme un bouclier. J'ai hésité. Puis j'ai ouvert. Maman. C'était Floréon qui avait parlé. Sa voix était calme. Trop calme. Floréon. Oriane. On peut entrer? Pourquoi? Pour parler. Parler de quoi? Maman. Oriane a fait un pas en avant. S'il te plaît, on veut juste comprendre. J'ai ouvert la porte plus largement. Ils sont entrés. Ont enlevé leurs manteaux. Se sont assis sur le canapé. Moi, je suis restée debout. Alors, ai-je dit. Floréon a pris la parole. Maman, Adrien nous a raconté ce qui s'est passé. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il vous a raconté exactement? Que tu as bloqué nos voitures. C'est exact. Mais pourquoi? Je les ai regardés tous les deux. Floréon, 34 ans. Mon fils créatif. Celui qui dessinait partout quand il était enfant. Celui qui riait tout le temps. Oriane, 33 ans. Ma fille. Mon trésor. Celle que j'avais bercée en lui chantant des chansons. Et je me suis demandé, comment en étions-nous arrivés là? Vous savez pourquoi? Non. Oriane a secoué la tête. Franchement, on ne comprend pas. C'est à cause du message de l'autre soir? Du message, des années d'absence, de tous les moments où vous m'avez traité comme si je n'existais pas. Maman, on ne t'a jamais traité comme ça. Vraiment? Je me suis assise en face d'eux. Floréon, quand as-tu appelé ta mère la dernière fois? Il a haussé les épaules. Je sais pas. Il y a quelques semaines? Pour me demander 2000 €. Le 17 décembre. Il a baissé les yeux. Et avant ça? Silence. Octobre. Pour me demander 40 000 €. Et avant ça? Juillet.
Encore de l'argent. Floréon, tu m'appelles uniquement quand tu as besoin de quelque chose. C'est faux. Alors cite-moi une seule fois où tu m'as appelé juste pour prendre de mes nouvelles. Une seule fois depuis la mort de ton père. Il ne répondait pas. Je me suis tournée vers Oriane. Et toi? Maman, j'ai essayé de venir te voir hier, pour me demander 60 000 euros. Pour te voir aussi. Non, Oriane, tu es venue pour l'argent. Et quand je t'ai dit non, tu es partie furieuse. Elle a rougi. Maman, on a tous des vies compliquées. On a des obligations, des enfants, des travaux, des excuses. Ce ne sont pas des excuses. Ma voix est restée calme, presque douce. Oriane, ton père est mort il y a 4 ans, le 10 février 2021. Le premier anniversaire de sa mort, vous n'êtes venus aucun de vous trois. J'étais seule sur sa tombe. On avait prévu de venir, mais vous n'êtes pas venus. Le deuxième anniversaire, pareil. Le troisième anniversaire cette année, j'ai envoyé un message dans le groupe familial. Vous vous souvenez? Ils se sont regardés. Vous avez répondu « On verra ». Personne n'est venu. J'ai passé la journée seule au cimetière, à parler à une dalle de marbre. Maman, mon 60e anniversaire, en octobre dernier. Adrien m'a envoyé un message à minuit moins le quart. Floréon a oublié. Toi, Oriane, tu m'as envoyé un gif animé. J'étais occupée. Oui, je sais. Vous êtes toujours occupée, mais jamais trop occupée pour me demander de l'argent, jamais trop occupée pour me demander des services. Floréon s'est penché en avant. Maman, écoute, on sait qu'on n'a pas été parfait, mais de là à bloquer nos voitures, c'est extrême. Extrême? Oui, on a des vies, on a besoin de ces voitures. Alors achetez-en. Avec quel argent? Le vôtre. Il a ri, un rire nerveux. Maman, tu sais très bien qu'on ne peut pas se permettre d'acheter des voitures comme ça. Alors peut-être que vous n'auriez jamais dû en conduire si vous ne pouviez pas vous les payer. Oriane a pris la parole. Sa voix tremblait légèrement. Maman, tu es en train de nous punir. Non, je suis en train de reprendre ce qui m'appartient. C'est pareil. Non, Oriane. Vous punir, ce serait vous faire du mal. Reprendre mes biens, c'est simplement arrêter de vous gâter. Nous gâter? Floréon s'est levé. Maman, ces voitures, on les conduit depuis des années. Exactement. Des années pendant lesquelles vous n'avez jamais dit merci. Des années pendant lesquelles vous avez considéré ça comme un dû. Mais papa aurait voulu... Quoi? Que je continue à vous donner tout sans rien recevoir en retour? Je me suis levée à mon tour. Vous voulez savoir ce que votre père aurait voulu? Il l'a écrit, dans son testament. Ils se sont figés. Il a écrit « Ne te laisse jamais manquer de respect, Elziane. Si nos enfants oublient qui tu es, rappelle-le leur. Papa a écrit ça? Oui, parce qu'il vous connaissait. Il savait que vous étiez capable de devenir ce que vous êtes devenu. Et qu'est-ce qu'on est devenu? Floréon avait haussé le ton. Des étrangers, des gens qui portent mon nom de famille, mais qui ne me considèrent pas comme leur mère, juste comme une source d'argent. C'est faux. Alors prouve-le. Dis-moi une chose, Floréon. Une seule chose que tu as faite pour moi ces 3 dernières années, sans que je te le demande, spontanément. Silence. Tu vois? Oriane s'est mise à pleurer. Maman, tu es méchante. Non, je suis lucide. Tu nous rejettes? C'est vous qui m'avez rejeté. Moi, je me protège. En nous enlevant nos voitures? Ce ne sont pas vos voitures, ce sont les miennes. Floréon a fait un pas vers moi. Maman, tu ne peux pas faire ça. Si, on va contester. Bonne chance. Tout est à mon nom, légalement. Vous n'avez aucun droit. On verra ça. Oui, on verra. Il a attrapé son manteau. Viens, Oriane. On perd notre temps. Oriane m'a regardé à travers ses larmes. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Rends-nous les voitures. Non. Pourquoi tu fais ça? Parce que vous m'avez traité de vieille emmerdante que personne ne supporte. Parce que vous m'avez dit d'aller manger seule. Parce que pendant 4 ans, vous m'avez abandonné. On ne t'a pas abandonné. Si. Ma voix s'est brisée légèrement. Vous m'avez abandonné. Et maintenant, c'est moi qui pars. Tu pars? Oui, de votre vie. Parce que je ne veux plus mendier votre affection. Je ne veux plus pleurer en attendant des appels qui ne viennent pas. Je ne veux plus être invisible. Oriane sanglotait. Maman, sortez. Maman, s'il te plaît, sortez. Ils sont partis. La porte s'est refermée. Et je me suis effondrée sur le canapé. À 17h, j'ai reçu un message dans le groupe « Noël en famille » de Adrien. « Maman, tu as gagné. On a compris. Tu veux qu'on s'excuse? On s'excuse. Vraiment. Maintenant, rends-nous les voitures. » Puis Floréon. « Maman, sérieux, on a besoin de ces voitures.
On peut pas vivre sans. Puis Oriane, maman, je t'en supplie. Édouard doit aller au travail demain. On n'a pas les moyens de louer une voiture. Je les ai regardés supplier. Pas pour moi, pour leur voiture. J'ai tapé ma réponse. Vous avez besoin de vos voitures, mais vous n'aviez pas besoin de votre mère. J'ai compris. Envoyé. Adrien. Arrête ton délire. Floréon. Maman, sois raisonnable. Oriane. Tu ne peux pas nous faire ça. J'ai tapé à nouveau. Vous m'avez fait bien pire. Vous m'avez enlevé ma dignité. Moi, je reprends juste mes voitures. On est quitte. Envoyé. Puis j'ai ajouté « Ah, et une dernière chose. J'ai modifié mon testament. Vous hériterez du strict minimum légal. Le reste ira à des associations qui aident les personnes âgées abandonnées par leurs enfants. Des gens comme moi. » Envoyé. Silence. Puis, explosion. Adrien. Quoi? Floréon. Tu as fait quoi? Oriane. Maman, tu ne peux pas faire ça. Adrien. C'est illégal. Floréon. On va contester. Oriane. Papa n'aurait jamais voulu ça. J'ai tapé calmement. Papa a écrit dans son testament que je devais me protéger si vous me manquiez de respect. C'est exactement ce que je fais. Adrien. On va voir un avocat. Faites. Mon avocat s'appelle Maître Jean-Baptiste Ferrand. Voici ses coordonnées. J'ai envoyé le numéro. Floréon. Tu es folle. Oriane. Tu vas le regretter. Adrien. Tu es morte pour nous. J'ai lu ce dernier message. Tu es morte pour nous. Et j'ai répondu. Vous êtes mort pour moi depuis longtemps. Je viens juste de l'accepter. Puis j'ai quitté le groupe. J'ai supprimé le groupe de mes conversations. J'ai bloqué leur numéro. Les trois. À 18h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décroché. Allô? Madame Valdargent? Ici Maître Grégory Fontaine. Je représente votre fils Adrien. Oui? Mon client m'informe que vous avez suspendu l'assurance de son véhicule et retiré votre autorisation d'usage. Est-ce exact? Oui. Madame, puis-je vous rappeler que ce véhicule est utilisé par mon client depuis 3 ans? Oui, avec mon autorisation. Autorisation que je retire. Mais mon client a besoin de ce véhicule pour son travail. Alors, il peut en acheter un. Madame? Maître, le véhicule est immatriculé à mon nom. Je suis la propriétaire légale. Je peux retirer mon autorisation quand je veux. Si vous voulez contester, contactez mon avocat. Maître Jean-Baptiste Ferrand. J'ai donné le numéro. Bonne soirée, maître. J'ai raccroché. 5 minutes plus tard, un autre appel. Numéro inconnu. Madame Valdargent, Maître Sophie Durand. Je représente votre fils Floréon. Même réponse que pour votre confrère. Contactez Maître Ferrand. J'ai raccroché. 3 minutes plus tard, encore un appel. Madame Valdargent, Maître Ferrand. Contactez-le. J'ai raccroché. Ils avaient tous engagé des avocats, en quelques heures, pour récupérer leur voiture. Mais en 4 ans, aucun d'eux n'avait trouvé le temps de venir déjeuner avec moi. À 20h, j'ai reçu un appel de Maître Ferrand. Madame Valdargent, j'ai reçu 3 appels d'avocats représentant vos enfants. Je m'en doute. Ils menacent de contester vos décisions. Qu'ils le fassent. Madame, légalement, vous êtes dans votre droit. Les véhicules sont à votre nom. Vous pouvez retirer votre autorisation. Le testament est valide. Ils recevront leur réserve héréditaire. Ils n'ont aucun recours. Parfait. Cependant, je dois vous prévenir. Ils vont probablement essayer de vous harceler. Peut-être même de porter plainte pour abandon de famille ou quelque chose dans ce genre. Qu'ils essaient. Vous êtes sûr? Complètement. Très bien. Je gère tout. Merci, maître. J'ai raccroché. Puis j'ai éteint mon téléphone. Complètement. Je suis allée dans la cuisine. J'ai préparé un dîner simple, une omelette, une salade. Je me suis assise à table, seule. Mais cette fois, ce n'était pas de la solitude, c'était de la paix. J'ai mangé lentement, en savourant chaque bouchée, en écoutant le silence, ce silence qui n'était plus lourd, mais léger. Après le dîner, je suis allée dans la chambre. J'ai ouvert l'armoire, j'ai sorti une boîte, la boîte où je gardais les photos de famille. Je me suis assise sur le lit, et j'ai regardé. Adrien bébé, dans mes bras. Souriant, Floréon à 4 ans, couvert de peinture, riant, Oriane à 6 ans, avec ses couettes, m'embrassant la joue, tous les 3 ensemble, devant le sapin de Noël, il y a 20 ans, Maurice et moi, avec eux, une vraie famille. J'ai pleuré, pas de colère, pas de tristesse, mais de deuil, le deuil de ce qu'ils avaient été, le deuil de la famille que nous ne serions plus jamais. Puis j'ai fermé la boîte, je l'ai rangée au fond de l'armoire. Et je me suis couchée. Ce soir-là, j'ai dormi profondément, sans rêve, sans cauchemar.
Parce que j'avais fait ce qu'il fallait faire. J'avais dit non. J'avais repris ma vie. Et demain, le monde verrait les conséquences. La justice n'est pas toujours bruyante. Parfois, elle arrive en silence, comme une évidence, comme un équilibre qui se rétablit naturellement. Les jours suivants ont été étrangement calmes. Le 27 décembre, je me suis réveillée avec une sensation nouvelle. Pas du bonheur, pas encore, mais quelque chose qui y ressemblait. De la légèreté. J'ai préparé mon café, j'ai ouvert les volets. Paris était gris, mais beau. Mon téléphone était toujours éteint, et je n'avais aucune envie de le rallumer. À 10 heures, on a sonné. Maître Ferrand. Madame Valdargent, je voulais vous tenir informée. Les 3 avocats de vos enfants ont contacté mon cabinet hier soir. Ils demandent une médiation. Pourquoi faire? Pour tenter de trouver un arrangement à l'amiable. Il n'y a rien à arranger. C'est ce que je leur ai dit. Ils insistent. Ils parlent de détresse financière, de besoins professionnels. Maître, pendant 4 ans, mes enfants ne se sont pas souciés de ma détresse émotionnelle. Aujourd'hui, je ne me soucie pas de leur détresse financière. Il a souri légèrement. Je leur transmettrai votre position. Merci. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris des choses. Par Maître Ferrand, par des connaissances communes, par le hasard. Adrien a dû louer une voiture, puis en acheter une d'occasion. Une petite Renault, rien à voir avec sa Mercedes. Clémence était furieuse. Apparemment, elle trouvait ça humiliant d'arriver à ces événements mondains dans une voiture ordinaire. Floréon a dû emprunter de l'argent à Mathilde, qui, à son tour, a dû demander à ses parents. Sa belle famille a découvert qu'il n'avait jamais vraiment eu les moyens de son train de vie. Les tensions ont commencé. Oriane a dû prendre les transports en commun pendant 2 semaines. Puis Édouard a acheté une voiture à crédit. Un crédit qu'il peinait à rembourser. Leur projet de maison en Normandie, annulé. Et moi, j'ai commencé à vivre. En janvier 2025, je me suis inscrite à un cours de peinture aquarelle. Quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais jamais osé. En février, j'ai voyagé seule à Nice. J'ai passé une semaine dans l'appartement en bord de mer. J'ai marché sur la plage. J'ai lu. J'ai mangé dans de petits restaurants. Seule et heureuse. Un soir, en mars, j'étais au restaurant. Une petite brasserie du quartier. Et j'ai entendu une voix. « Elziane ?» Je me suis retournée. C'était Monsieur Dubois, un ami de Maurice. Je ne l'avais pas vu depuis l'enterrement. « Monsieur Dubois, appelez-moi Henri, voyons. Je peux me joindre à vous ?»« Bien sûr. » Il s'est assis. Nous avons parlé. De Maurice, de la vie, de tout. À la fin du dîner, il m'a dit « Elziane, Maurice serait fier de vous. Vous croyez? J'en suis certain. » Il disait toujours « Elziane est plus forte qu'elle ne le croit. » J'ai souri. Il avait raison. En avril, j'ai reçu une lettre de Oriane. Je l'ai regardée longtemps avant de l'ouvrir. Puis j'ai lu « Maman, je sais que tu ne veux plus me parler. Je comprends. Enfin, j'essaie de comprendre. Ces derniers mois ont été difficiles, sans la voiture, sans l'argent, mais surtout sans toi. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on a fait, à ce qu'on est devenu. Tu avais raison. On t'a abandonné. On t'a utilisé. On t'a manqué de respect. Je ne m'en rendais pas compte. Ou peut-être que je ne voulais pas m'en rendre compte. Papa me manque. Et toi aussi. Je ne te demande pas de pardonner. Je sais que c'est trop tard. Mais je voulais te dire, je suis désolée. Vraiment. Ta fille qui t'aime encore, Oriane. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Mais je ne lui ai pas répondu. Pas encore. Parce que les excuses, c'est bien. Mais les actes, c'est mieux. En mai, j'ai croisé Floréon par hasard. Rue de Passy. Il sortait d'une boulangerie. Moi, j'entrais dans une librairie. Nos regards se sont croisés. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a baissé les yeux. Et il est parti, sans un mot. En juin, Maître Ferrand m'a appelé. Madame Valdargent, Adrien a cessé de contester. Son avocat m'a informé qu'il abandonnait toutes les procédures. Bien. Floréon et Oriane également. Très bien. Le testament est définitif. Parfait. Puis-je vous demander comment vous allez? Je vais bien, maître. Vraiment bien. J'en suis heureux. En juillet, pour mes 61 ans, je suis parti en Italie. Seul. Florence, Rome, Venise. J'ai regardé des œuvres d'art. J'ai mangé des glaces. J'ai marché dans des ruelles anciennes. Et je me suis sentie libre, pour la première fois de ma vie. Un soir, à Venise, assise sur une terrasse face au grand canal, j'ai pensé à eux. Adrien, Floréon, Oriane, mes enfants. Ceux que j'avais portés, nourris, aimés. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne leur en voulais plus. Pas vraiment. J'étais juste ailleurs, dans une vie nouvelle. Une vie où je comptais, où je respirais,
où j'existais. En août, j'ai reçu une autre lettre, de Adrien cette fois. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre, je ne sais même pas si je mérite que tu la lises. Clémence et moi, on a eu des problèmes. Elle m'a quitté en avril. Elle a pris Théo. Je suis seule maintenant. Et je comprends ce que tu as ressenti. Cette solitude, ce silence. Papa me manque. Et toi aussi. Je suis désolée. Adrien. J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée avec celle d'Oriane. Mais je n'ai pas répondu. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Parce que maintenant, c'était mon temps. En septembre, j'ai fait quelque chose d'important. J'ai donné 50 000 € aux petits frères des pauvres, pour aider des personnes âgées isolées, des gens comme moi. Enfin, comme j'avais été. En octobre, au cimetière du Père-Lachaise, devant la tombe de Maurice, j'ai parlé. Maurice, j'ai fait ce que tu m'avais dit. Je me suis protégée. J'ai dit non. Et tu sais quoi? J'ai survécu. Plus que ça. Je vis. Vraiment. Pour la première fois depuis ta mort, je vis. Le vent a soufflé doucement. Les feuilles ont dansé. Et j'ai souri. En novembre, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. Allô? Maman? Oriane. Oui, je voulais juste entendre ta voix. Silence. Oriane. Oui, je ne suis pas prête. Je comprends. Mais peut-être un jour? Vraiment? Peut-être. Elle a pleuré doucement. Merci, maman. Prends soin de toi. Toi aussi. J'ai raccroché. Et j'ai pleuré. Mais pas de tristesse. De quelque chose d'autre. D'espoir, peut-être. Il y a des leçons qui ne s'apprennent que dans la douleur. Et des vérités qui ne se révèlent que dans le silence. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre 2025. Presque un an jour pour jour après ce Noël qui a tout changé. Je suis assise dans mon appartement. Le même appartement. Mais il ne ressemble plus à ce qu'il était. Les murs que je regardais avec tristesse sont maintenant décorés de mes aquarelles. Le silence qui me pesait est devenu ma compagnie préférée. La solitude qui me détruisait est devenue ma liberté. J'ai 61 ans, et pour la première fois de ma vie, je me sens entière. Ce matin, j'ai reçu 3 lettres, une de chacun de mes enfants. Je les ai ouvertes lentement. Adrien a écrit « Maman, cela fait 1 an. 1 an que j'ai perdu 2 femmes, Clémence et toi. Mais c'est toi qui me manques le plus. Parce que toi, je t'ai perdu par ma faute. J'aimerais te revoir. Juste pour te dire en face ce que je n'ai jamais su dire. Tu es la meilleure mère qu'on puisse avoir. Et je suis désolée d'avoir mis si longtemps à le comprendre. » Floréon a écrit « Maman, Mathilde et moi, on a divorcé en septembre. Elle m'a dit quelque chose avant de partir. Tu as tout gâché, avec tout le monde, même avec ta mère qui t'aimait plus que tout. Elle avait raison, je voudrais recommencer. Pas pour l'argent, pas pour les voitures, juste pour avoir ma mère. » Oriane a écrit « Maman, je suis enceinte, d'une petite fille. Je voudrais l'appeler Elsiane, si tu m'y autorises. Parce que je veux qu'elle porte le nom d'une femme forte, une femme qui a su dire non. Une femme comme toi. J'aimerais que tu sois là, que tu la connaisses, que tu lui apprennes ce que tu m'as appris, que la dignité vaut plus que tout. » J'ai pleuré en lisant ces lettres, longtemps. Puis j'ai pris mon téléphone. J'ai créé un nouveau groupe, Famille Val d'Argent. Pas Noël en famille. Ce groupe-là était mort. J'ai ajouté Adrien, Floréon, Oriane. Et j'ai écrit « Mes enfants, il y a 1 an, j'ai dîné seule le soir de Noël. Vous m'aviez insulté, abandonné, et j'ai compris que je devais me sauver. Alors, je l'ai fait. J'ai repris ce qui m'appartenait. J'ai dit non. Je me suis choisie. Et j'ai découvert quelque chose. Je pouvais vivre sans vous. Pas facilement. Pas sans douleur. Mais je pouvais. Aujourd'hui, vous m'écrivez. Vous regrettez. Vous comprenez. Et je vous crois. Mais je veux que vous sachiez quelque chose. Je ne serai plus jamais la mère que j'étais. Celle qui donnait tout. Celle qui pardonnait tout. Celle qui s'oubliait. Si vous voulez revenir dans ma vie, ce sera différent. Ce sera avec respect, avec présence, avec réciprocité. Je ne serai plus votre banque. Je serai votre mère. Si vous acceptez de redevenir mes enfants, pas ceux qui prennent, mais ceux qui donnent aussi. Le 24 décembre, je préparerai un dîner. Comme l'année dernière. Vous êtes invités, tous les 3. Si vous venez, je saurai que vous avez compris. Si vous ne venez pas, je dînerai seule. Et je serai en paix quand même. Parce que maintenant, je sais quelque chose. Je mérite mieux que des miettes d'affection. Et si vous ne pouvez pas me donner mieux, alors je préfère le silence. Maman. J'ai appuyé sur envoyer. Et j'ai attendu. 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Adrien. Je serai là, je te le promets. Floréon. Moi aussi. Merci de nous donner une chance. Oriane.
On sera là, maman, Édouard et moi, et on restera. J'ai souri. Un vrai sourire. Mais je n'ai pas répondu. Parce que les promesses, je les avais déjà entendues. C'étaient les actes que j'attendais maintenant. Le 24 décembre 2025 au soir, j'ai dressé la table. Comme l'année dernière. La nappe brodée, l'argenterie, les bougies blanches. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, je n'avais pas peur, pas d'angoisse, pas d'attente désespérée. Juste une sérénité tranquille. S'il venait, bien. S'il ne venait pas, bien aussi. À 19h, on a sonné. J'ai ouvert. Adrien se tenait là, seul, avec un bouquet de roses blanches. Maman. Adrien. Il m'a tendu les fleurs. Je suis désolée, vraiment. Je les ai prises. Entre. 10 minutes plus tard, Floréon est arrivé, avec une boîte de chocolat. Maman, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux tout recommencer. Être un meilleur fils. On verra. Entre. À 19h30, Oriane est arrivée avec Édouard. Elle avait un ventre rond. Elle s'est avancée vers moi, les larmes aux yeux. Maman, ma chérie. Elle m'a serré dans ses bras. Et j'ai pleuré. Nous avons tous pleuré. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble. Ils ont parlé. Vraiment parlé. Pas de demande. Pas d'excuses creuses. Juste des mots vrais. Adrien m'a raconté sa solitude. Comment il avait compris trop tard. Floréon m'a raconté ses échecs. Comment il avait réalisé qu'il avait tout pris pour acquis. Oriane m'a raconté sa peur. Comment elle voulait être une meilleure mère que celle qu'elle avait été comme fille. Et moi, je les ai écoutés. Sans pardonner tout. Pas encore. Mais en ouvrant une porte. À la fin du dîner, Adrien a dit « Maman, est-ce qu'on peut revenir? Pas juste ce soir? Vraiment. Dans ta vie. » J'ai regardé mes 3 enfants. Ces adultes qui avaient été des bébés dans mes bras. Et j'ai dit « Oui. » Mais à une condition. Laquelle? Que vous ne reveniez pas par culpabilité, ni par intérêt, mais par amour, le vrai, celui qui donne sans compter, celui qui appelle sans raison, celui qui vient sans qu'on supplie. Ils ont hoché la tête. On te le promet. On verra. Parce que maintenant, j'avais appris. Les promesses sont faciles. C'est le temps qui dit la vérité. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, ils reviennent. Pas chaque jour, pas parfaitement, mais ils reviennent. Adrien m'appelle le dimanche, juste pour parler. Floréon vient déjeuner 1 fois par mois, avec des fleurs. Oriane m'envoie des photos de son ventre qui s'arrondit et me demande des conseils. C'est un début, pas une fin heureuse, mais un nouveau départ. Et moi, je continue à vivre, à peindre, à voyager, à exister, parce que j'ai appris la leçon la plus importante de ma vie. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, mais on peut se forcer à se respecter. Et quand on se respecte, les autres finissent par suivre ou partir. Et dans les 2 cas, on s'en sort. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à dire non, à se choisir, alors tout cela aura eu un sens, parce que la vie ne nous doit rien. Mais nous nous devons tout. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.